Bonjour tout le monde. Alors, pour ce deuxième live de fantasy, je vais accueillir dans un premier temps Olivia et dans un second temps Damien, et on va parler de la fantasy dans le monde de l'édition de manière générale. Alors, je vais attendre. Ouais, Olivia est là. Bonjour Olivia. Hop, je vais te faire rejoindre le live. Alors, j'attends Olivia. Hello, comment va? Ça va et toi? Ça va, ça va. T'as réglé les problèmes d'écho que t'avais souligné la dernière fois ou pas? Alors les problèmes d'écho, en fait, ils devaient venir de Damien, puisque si on m'entend en double, c'est parce que c'était chez Damien, en fait, forcément. Ce qui m'a D'accord. fait, c'est pas de coupure. Donc surtout, pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des problèmes de son ou d'image, n'hésitez pas à le dire, parce que moi, je peux peut-être essayer de faire les choses de mon côté. Donc, est-ce que là, toi, Camille, tu m'entends bien? Ouais, ça va, ça va. Tout va bien pour l'instant. Je Parfait. t'entends. Tout va bien. Bonjour Damien. On se voit plus tard, Damien. Damien. Alors, du coup, cet épisode sur la fantaisie et ses mystères, on va se plonger plutôt dans les mystères de l'édition de la fantaisie. Bonjour Tout à Anthony. fait. Voilà. J'espère que tu as bien révisé tes classiques. Tout à fait, j'ai lu ton merveilleux topo, c'est super instructif, je vais apprendre plein de choses, même moi pendant ce live, ça va être chouette, donc ouais, très intéressant. Bon, bah tant mieux. Alors, c'est le principe, hein, tant qu'à faire, si on apprend des choses tous de tout le monde, Ouais, c'est le principal. tout à fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, pour ceux Camille est qui nous passée en rejoignent... Tony Hiver. Quoi? Anthony a remarqué que tu étais passé en Tony Hiver avec le gros pull, tout ça, il fait froid à Paris. Non, non, il fait pas froid à Paris, mais aujourd'hui j'ai froid, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais mourir dans pas longtemps. Faut pas le dire. Ah, t'as changé la bière pour le verre de rosé, toi. J'ai pas fini tout à... Enfin, je viens à peine de finir de manger en fait, donc du coup je termine tranquillement mon repas avec un petit verre de rosé. Et Il y a Olivia a Anthony des qui te écouteurs demande, Bluetooth, c'est ça. t'as des J'ai des écouteurs? écouteurs, oui. J'ai acheté des écouteurs Bluetooth pour l'occasion, tu vois, donc... Anthony a des échos, mais ça c'est Euh, parce qu'Anthony... C'est dans le sud, le sud ça fait toujours des échos. Moi, l'objectif, c'est pas y avoir d'écho du coup. Ça ne peut pas venir. Ça ne peut pas le faire. Bah, Anthony a des échos, mais ça c'est Anthony, ça, hein. On va faire genre Anthony n'existe pas et ça sera mieux. Génial. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, du coup, c'est le deuxième épisode de notre série un peu sur la fantasy que normalement tu animes avec Damien. Mais là aujourd'hui, c'est moi qui prend un peu le lead parce qu'on va parler notamment de l'édition et que voilà, comme c'est un peu mon domaine, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet en tant que tel. Si vous n'avez pas vu le premier épisode de cette série sur la fantasy, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube de la maison. Elle y est, c'est une playlist à part. Il y a marqué la fantasy et ses mystères. Vous ne pouvez pas la louper. Voilà. Sinon, ce deuxième épisode sera ajouté au premier dès qu'il sera terminé. En vrai, c'est léger, on vous entend bien. C'est bien, merci. Tant mieux, c'est le Bon, principal. Alors, cet épisode risque de durer un peu plus d'une heure. Je suis désolée, à chaque fois que je fais un épisode, moi, ça dure plus d'une heure. Désolée, c'est comme ça. J'aime bien parler. J'aime bien parler, chercher des trucs. Donc, vous en avez pour 6 heures de live. Voilà. Alors, attachez-vous. C'est bon, prenez parti. des notes. À la fin, il y a interro. Et ça, C'est ça. On fait un ça, QCM. Je fais une petite spéciale dédicace à quelqu'un qui devait réviser au lieu de regarder le live, mais qui est là quand même. J'ai vu passer. Donc, mais c'est bien plus intéressant de regarder un live sur la fantasy que de réviser, on s'en fout. Voilà. Exactement, exactement. Oui, toujours plus que le temps imparti, en effet, Damien, tu connais. Tu connais. Le gars qui vient de m'envoyer un passage, je lui ai demandé de me faire un rajout dans son texte, il m'a écrit 6 pages. Donc on va réduire ça en un paragraphe, hein, Damien, merci. Oui, c'est Damien, tu sais, c'est le... Bon, alors, pour cette introduction, on va reprendre la naissance de la fantasy. On a parlé la dernière fois de ses origines, mais là, on va parler plutôt de sa naissance en tant que genre littéraire pur. Et savais-tu que la fantasy est née dans l'Angleterre victorienne, une Angleterre que j'apprécie toute particulièrement, parce que j'adore cette période. Évidemment. Ça, c'est clair. Voilà. J'ai eu l'occasion de découvrir, c'est bien cette période. Oui, donc je le sais déjà d'une, parce que je le savais déjà avant et je l'ai relu dans ton super topo, qui est très amusant, D'accord. je trouve. Alors, je ne vais pas spoiler parce que la suite est super intéressante. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est dans l'époque victorienne, donc à l'époque révolution industrielle, tout ça, donc les engrenages, la vapeur, enfin voilà, Le les fers steampunk, à quoi. lait.
Le steampunk, exactement. Et ça, c'est vachement amusant. C'est qu'en fait, finalement, à une époque où on était en plein présent du steampunk, et ben, les gens se sont tournés vers la fantasy pour échapper de leur quotidien. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça en dit même beaucoup sur notre monde actuel. Donc, vous allez voir, c'est super intéressant. En fait. Il y a vraiment Voilà, une donc vraie, un vrai lien avec le- elle a pas voulu spoiler, mais elle a spoilé. Donc du coup, donc du coup, en effet, la fantaisie est née à l'époque victorienne tout simplement parce que c'était l'empire colonial et la première révolution industrielle qu'a connu l'Angleterre. Et en plus de ça, si rien qu'à cette époque-là, si on se tourne vers les romans de l'époque en tant que telle, c'était Dickens. Et quand on voit l'état que nous dépeint Dickens, ça fait un peu peur. Donc on a quoi? On a de la misère, on a la pollution, on a la crasse, on a des heures de boulot qui sont intenables. Bref, on a une population qui vraiment est désenchantée complètement par sa vie, en fait, ce qu'elle n'aime pas. Et donc, du coup, on se tourne vers la fantaisie, qui est une réponse, on va dire, plus positive en proposant une évasion, en fait, par la littérature. Et il y a une blogueuse spécialisée dans la littérature de l'imaginaire qui a écrit un guide qui s'appelle le guide de la SF et de la fantasy, que je vous recommande fortement, qui s'appelle Karine Gobbelt, en anglais, parce que bien évidemment, c'est des Anglais qui écrivent là-dessus, hein. Les Oui, Français, on est évidemment. peu, hein. Évidemment. Voilà, et qui a dit certains auteurs réinvestissent un imaginaire plus ancien, donc s'inspirent des contes, du folklore, des grands mystères comme l'épopée de Gilgamesh, voilà, en Mésopotamie, ou l'Iliade et l'Odyssée, par contre, pardon, en Grèce antique, n'est-ce pas, Damien, ou de Beowulf et des sagas islandaises comme Je peux bugger, l'Edda. voilà. J'ai bugué? Alors oui, ou alors c'est moi qui buguais, je ne sais pas. Si jamais c'est Camille qui a bugué, vous n'avez pas eu la suite en fait. Elle expliquait que donc c'est inspiré notamment en Iliade, Odyssée, de légendes telles que celle du roi Arthur et de Beowulf et les sagas islandaises comme les Eddas. Voilà, comme ça vous avez la phrase Tout complète. à fait. Et sinon, c'est Voilà. moi qui buguais, bah désolé, vous avez eu la même chose deux fois. Voilà, Homer, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Damien. Donc voilà, donc on était dans une époque où c'était vraiment, en gros, personne n'aimait vivre dans cette époque-là, ils aimaient pas du tout ce qu'ils faisaient. Et oui, tu as bugué, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Donc en gros, des enchantements, donc on se tourne vers quoi? On se tourne vers la fiction et notamment on se tourne vers l'imaginaire, d'où la naissance de la fantaisie. Alors c'est pas exactement celle qu'on connaît aujourd'hui, il y a des variations bien évidemment, mais c'est notamment la raison principale de pourquoi est-ce qu'on dit que la fantaisie est née dans l'Angleterre victorienne. Et c'est notamment en 1858. Et pourquoi, d'après toi, Olivia, pourquoi Écoute, moi 1858? je vois que c'est la publication de la toute première œuvre fantasy qui s'appelle alors Fantastis, je vais essayer de dire en anglaise. Alors Fantastis avec PH, hein, pas avec un F. Fairy Mhm, Romance for Men and Women, qui a été écrite par George MacDonald, un écrivain écossais. tout à fait. Euh, c'est ça. Alors là, honnêtement, je ne connaissais pas toute cette œuvre, donc je découvre en même temps que vous. C'est l'histoire d'un certain Anodos, un jeune homme qui est attiré dans un monde onirique, coucou Anthony, Coucou dans lequel Anthony. il vivra des aventures. Je trouve ça incroyable, ça fait bien avec sous-auteur bêta. On imagine donc évidemment sans mal l'impact qu'a pu avoir les lecteurs anglais sur cette nouvelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nouveau à cette époque-là. Et ce qui est amusant, Mhm. c'est que cet auteur, en écrivant et en publiant ça, ne sait évidemment pas qu'il écrit de la fantaisie, puisqu'en fait, ce mot n'existe pas encore. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'on voit que la fantaisie, ça part d'abord du rêve, donc d'un imaginaire en fait que les gens connaissaient plutôt, puisque tout le monde rêve en fait. Donc on part de ça, de ce que tout le monde connaît, pour faire vraiment autre chose. Et ce même auteur récidive avec un roman qui s'appelle The Princess and the Goblin, donc la princesse et le gobelin. Voilà, ça c'est facile, on va dire. Quelques années plus tard, en 1872, et en fait, c'est véritablement ce roman, plus que le premier. Le premier, on va dire, a été précurseur, mais le deuxième roman a été l'un ce qu'on appelle en anglais un milestone, un point de, j'ai plus le mot en français, une pierre, bref, un point central, voilà, au début de la fantasy. Et d'ailleurs, George MacDonald n'a jamais su qu'il écrivait de la fantasy. Au C'est feature. ça. Alors, Merci, tout à fait. Alors attends, par contre, je m'inquiète, je vois Quentin Nguyen qui me dit que tout est KO. Alors attends, KO, est-ce que c'est la qualité des vidéos qui est KO ou est-ce que c'est autre chose et je ne l'ai pas saisi enfin, dites-nous hein, si vous vous sentez toujours bien. tout est Pierre Angulaire, KO. C'est une tout à chanson. fait. Voilà, Voilà. Pierre Angulaire, merci, merci Anthony. C'est ça, attends, non mais je pense qu'on reçoit les commentaires après, c'est pour ça. Voilà. Bah ouais, moi je sais pas pourquoi, là pour l'instant j'ai eu plein de commentaires qui sont arrivés d'un coup. Bref, donc on a vu un peu la naissance du genre littéraire de la fantasy, victorien, 19e siècle. Mais du coup, d'après toi, comment est-ce qu'on explique le succès de ce genre chez nos voisins anglo-saxons? Parce qu'on va pas se mentir, hein, les anglo-saxons sont à fond sur la fantasy depuis longtemps.
donc depuis le 19e siècle, véritablement, parce que c'est né chez eux. Et pourquoi chez nous, bof. Mais le Alors, chez nous, bof, on le traitera dans une deuxième partie. ouais, c'est pour ça que je vais essayer de pas trop spoiler cette partie-là. Écoute, moi Voilà, déjà, je spoil vois pas. surtout qu'en fait, c'est assez tôt que enfin, c'est tôt. Presque un siècle après, tout de même, que le terme de fantasy est apparu. Donc, en fait, c'est eux enfin, c'est le côté anglo-saxon qui a théorisé le genre assez rapidement, enfin, en tout cas, Mhm. le premier. Et donc, pour la petite histoire, le terme de fantasy est apparu pour la première fois dans une revue pulp américaine qui s'appelle The Magazine of Fantasy. Donc, voilà, le terme apparaît directement dans le titre du magazine, au moins ça c'est clair, c'est posé. Donc le terme apparaît chez eux en 1944. Voilà, 1949, qui est quand même vachement tard quand on y pense. C'est plus d'un siècle, C'est un c'est siècle un peu après. moins, ouais, environ un siècle après le premier roman de fantasy. C'est ça. Bon, après, Donc c'est quand même. c'est finalement logique. Finalement, le terme apparaît parce que petit à petit, on commence à trouver des œuvres qui se ressemblent et on se dit, ah tiens, c'est un nouveau genre, il faut peut-être le baptiser. Et donc là, boum, ça y est, Et fantasy. puis boum, fantasy, bam, dans ta tête. Transformation. C'est l'évolution du Pokémon, tu sais, genre wow. C'est ça, c'est exactement ce que vous allez dire, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc en fait, ça a plus de succès chez nos voisins anglo-saxons parce qu'en fait, il y a eu deux grands événements importants avant qu'on trouve en 1949, genre qu'on se dise ça c'est de la fantasy. Il y a eu en 1929, tu l'as dit, parce que c'est apparu dans la revue Pulp. En fait, la revue Pulp, c'était des revues, et la première c'était la Weird Tales, qui est parue en 1929, Mhm. et dans laquelle il y a deux grands auteurs de fantasy qui vont apparaître et qui vont donner naissance à un sous-genre bien précis qui est l'heroic fantasy. Et ces deux auteurs sont Robert E. Edward, qui est le papa de Conan le Howard. Barbare quand même. Howard, pardon. J'ai Howard. mis le E Mais et c'est ça. ça fait Edward. C'est ça. Fusion. Je fusionne tout, moi. Voilà, donc Robert E. Howard, pardon, qui est le père de Conan le Barbare et de Solomon Kane. Voilà, je savais On même pas que connaît. c'était lui, mais du coup, quand j'ai vu les noms, j'ai fait OK, très bien. Bah ouais, c'est ça, je connais les films au moins, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, on a eu Fitz Lieber, qui est l'auteur du Cycle des épées. Alors, personnellement, je le connais pas. Moi Après, non je ne sais plus. pas si toi tu connais. Voilà. Je Mais bon, dans connais cette pas. revue, il y a eu aussi publié H.P. Lovecraft. Voilà. Qu'on ne Que tout présente le plus, monde Lovecraft, connaît, quand oui. même, Voilà. Il avec le mythe du Cthulhu. Cthulhu. Voilà, qui est un. Alors lui, il est pas foncièrement, il est plus casé dans le dark fantasy que l'heroic fantasy du tout, hein. Il est vraiment dans le C'est dark ça. fantasy limite horreur, donc c'est un peu Tout à fait. particulier. Un peu Néanmoins, d'interprétation. voilà, néanmoins, ça Alors, fait partie de ces auteurs-là qui ont été découverts. c'est ça. Anthony demande, c'est-à-dire que nous pouvons imaginer l'émergence de nouveaux genres. Ça, c'est marrant, ça revient un petit peu à la question qu'on avait posée au précédent live. Est-ce qu'on peut créer de Ouais. nouveaux genres? Donc, je pense que oui, tout à fait. On ne pourra pas recréer la fantaisie, du coup, vu que c'est déjà existant, mais en tout cas, on pourrait imaginer de nouveaux genres littéraires. Si vous avez des idées, Un nou... surtout, allez-y, hein. voilà, un nouveau style de romance, un tout, on peut tout créer. C'est dur. Alors ça, c'est une petite private joke pour ceux qui ne savent pas, parce qu'en fait, chez l'État, on s'est lancé un petit défi. On écrit une romance sur Wattpad, et donc en fait, on écrit un chapitre chacun, chaque auteur de la maison. Donc on est en train de faire une sorte de cadavresque en romance. C'est pas triste, c'est particulier, franchement. Voilà, donc je pense pas qu'on invente un nouveau genre, mais on invente un truc un peu particulier, ça c'est une Voilà, certitude. je ne relèverai pas la faute de Damien, qui met, c'est même plus que de l'horreur que de la fantasy. Lockhart, hein, Lockhart, c'est le professeur des défenses contre les forces du mal dans Harry Potter 2, c'est pas pareil. C'est ça, voilà, exactement. On est sur du Lovecraft. Ah, c'est pas le même techniquement, mais bon. Même si On va y j'adore le arriver. kart en soi, hein, mais c'est pas Oui. ça. Donc il y a eu en premier les revues qui sont les pulp, ce qu'on appelle en fait les pulp magazines, comme les Weird Tales, qui sont apparus en 1929. Et le deuxième événement important en fait pour les Anglais qui a fait l'émergence véritablement de la fantasy chez eux, c'est la création dans les années 1930, donc toujours avant 1949, qui est la date de la création du mot fantasy pour le genre. C'est le cercle littéraire qui s'appelle The Inklings et qui a été composé d'écrivains anglais très importants, dont Tolkien, évidemment, vous connaissez, et Lewis, que vous connaissez probablement aussi, avec Le Monde de Narnia. Voilà. Je vais pas voilà, présenter tout Tolkien et à ses fait. œuvres parce que je pense que vous connaissez, mais bon, voilà. Au cas Si vous où, connaissez pas, vous pouvez passons. partir. Seigneur... Non, mais non, c'est vraiment Seigneur des Anneaux, le Hobbit, tout ça, donc ça c'est Tolkien, et puis Lewis avec Le Monde de Narnia. Voilà. Voilà. Et souvent, on oublie en fait que ces œuvres ont été écrites début milieu 20e siècle. On a 1937 pour le Hobbit, Le C'est Seigneur ça. des Anneaux, c'est 1954-55. Et Lewis, avec Le Monde de Narnia, 50 à 56. Mais Lewis, il y en a 6, je crois, de livres, si ma mémoire est bonne. Je les ai tous lus, mais je sais plus s'il y en a 6 ou 7. Je peux pas confirmer, il me semble bien que c'est dans ces ordres-là, mais je peux pas te dire précisément le nombre. Mais ce qui est vachement Voilà. intéressant, je trouve, à voir, c'est que Mhm. finalement, ça sort, enfin, ces histoires-là sortent
un petit peu après, enfin un peu après, plusieurs années après la Première Guerre mondiale et un petit peu avant la deuxième, enfin en tout cas pour Tolkien, avec le Hobbit. Mhm. Donc en fait, ce qui est amusant, c'est que ces œuvres fantasy-là ont émergé justement à une époque où ils voulaient également se sortir finalement de toute l'horreur de la guerre, donc le côté vraiment crasse, en fait, tu as dit tout à l'heure pour la révolution industrielle, mais qui a Mhm. également impacté les populations à l'époque des deux grandes guerres mondiales. Et donc c'est vraiment marrant parce que la fantasy à cette époque-là était toujours une sorte de contre-pied pour apporter un monde beaucoup plus naturel, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus humain finalement. Donc voilà, la fantasy, c'est de ce côté-là, je trouve ça super intéressant parce que les deux origines, ça part du même moment. Voilà. Et puis de toute façon, dans le monde de Narnia, c'est une origine qui est très marquée puisque ça fait partie du livre, puisqu'on envoie les enfants pour les éloigner de la guerre, C'est ça. et après ils vont chez leur oncle pour aller au travers de l'armoire et plonger dans le monde de Narnia. Donc c'est encore plus visible, on va dire, dans Ouais, Narnia que dans c'est les clair. que dans les récits de Tolkien. Mhm. Alors, j'ai appris que Bilbo le Hobbit, quand il est apparu en 1937, était paru pour un livre pour enfants, ce que je ne savais pas au début. Et le Moi, je second, le par savais. contre, non. Hein. Tu le savais? Bon, bah Pas tu du vois, tout. tu sais déjà plus de choses que moi. Pour le Hobbit, ouais, mais ce point-là précisément, je le savais. D'accord. Alors, par contre, Le Seigneur des Anneaux, bien évidemment, ce n'est pas paru pour les enfants. Hein. C'est une œuvre beaucoup plus sérieuse en fantasy épique et qui a été d'une grande ampleur. Et c'est pour ça souvent qu'on dit que Tolkien est l'un des précurseurs de la high fantasy, qui est un autre C'est ça. genre de fantasy. Pratiquement, Voilà. ouais. Donc, suite à ces parutions, la popularité de Tolkien ne fait qu'exploser aux États-Unis, évidemment, surtout dans les années 1960. Et ses livres se vendent comme des petits pains. Et surtout des petits Il pains de a façon de la constante. chance. Voilà. Bilbo, l'ancêtre Voilà. de Willy. Tout à Ah, ok. fait. Ok. Je crois que je vois à quoi tu fais référence. Super. Génial. Tu connais pas Oui Oui? Si, si, mais en fait, si tu veux, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu parce que figure-toi que oui, c'est aussi pour enfants. En fait, ça peut paraître fou. Et donc, ça Mais fait non, très mais longtemps c'est que je l'ai dingue pas ça. vu. Putain. Moi, je le regarde tous les Ok, bon, matins. Je me écoute. fais un petit extrait de Oui Oui tous les matins. Ok, les gars, vous dites pas Total Spies, mais c'est pareil, c'est pas pour adultes en fait. Voilà. Quoi? Non, ça c'est faux ça. C'est comme Martin Donc, Mystère. Martin Mystère, c'est pour les adultes. Martin Mystère, c'est pas pour les enfants. c'est ça, tout à fait. Bref, ne parlons plus de ça. On pourrait y passer des heures. Et C'est ça. en fait, il y a eu plusieurs sondages qui ont été réalisés pour déterminer le plus grand livre du siècle. Et notamment, Le Seigneur des Anneaux l'a emporté. Voilà, comme quoi, en dépit de la variété des échantillons sondés. Donc, comme quoi, on va dire, la fantasy a eu un gros impact grâce à Tolkien dans le monde, on va dire, Énorme. Ouais, dans le monde de manière générale, hein, que les gens ont c'est lu. ça. Alors, C'est je sais pas si t'as assez. ça, mais ouais, j'ai un retour ultra, genre, un espèce de sifflement. Je sais pas si c'est toi ou si c'est C'est moi. un sifflement. Écoute, Ouais, moi j'entends pas de sifflement, donc ça veut probablement dire que ça vient de moi. Je vais tenter de retirer mes écouteurs et de passer uniquement au haut-parleur. Hop. Alors, ne bouge pas. t'inquiète. Est-ce que tu m'entends toujours? Ouais, et j'ai pas de sifflement. Ok. Je valide le sifflement. Merci, je suis pas folle. Je me suis dit, putain, il y a que moi qui l'entends et personne dit rien. Ok. Est-ce que là, vous avez toujours un sifflement du coup? Non, Non. non, pas Super. pour moi. Nickel, on va y arriver. Parfait. Bon, donc mes écouteurs achetés à 40 € sur Amazon, c'est de la merde. Eh ben bon, tu le sais maintenant. Impeccable. Bon, c'est parti. Donc, on repartit. Donc, on est bien fait. En fait, on a parlé de Tolkien, on a parlé un peu longtemps de Tolkien, tout simplement pour dire que bah, il y a eu en fait un avant et un après Tolkien. Tout simplement, parce que Tolkien a véritablement marqué la fantasy. Et quand quand on en a discuté un peu tous les trois, quand on a préparé le live, en effet, Damien m'a dit oui, Tolkien est une grosse influence. Ce qui Donc, est pas étonnant quand tu vois l'étendue du monde qu'il a créé, le fait qu'il ait créé des langues, etc. Enfin, Tolkien, il faut quand même rappeler qu'à la base, c'était un linguiste, donc il a créé plusieurs langues qui étaient reliées à son monde. Donc quand tu vois l'étendue du travail qu'il a fourni pour ensuite pouvoir écrire des romans sur le monde qu'il avait créé, c'est pas étonnant que ça ait marqué à ce point parce qu'en fait, c'est gigantesque ce qu'il a créé. bah, c'est gigantesque, c'est aussi très marketable ce qu'il a créé en fait. C'est ça, en fait, les marketeurs, ils ont ouvert les yeux, ils ont fait oh putain, mais en fait, ça se vend cette merde. Et C'est ça, comme quoi, c'est fou. ils ont eu raison. Et C'est fou. voilà, Alors là, en fait, c'est comme, ouais, je crois que c'est je des vois qu'on sudistes, ouais, c'est. Je vois qu'on se fout de la gueule de mes écouteurs. Alors, vous êtes gentils, je les ai achetés exprès pour le live, justement, pour éviter d'avoir un son de merde comme la semaine dernière. Donc, soyez mignons, moi, je fais de mon mieux. C'est pas suffisant, Elodie. C'est pas, bah, Elodie, Olivia, pardon. Elodie, on a eu tellement de problèmes. Oh, c'était Mais horrible. c'est une vraie merde, hein. C'est une vraie merde. Franchement, c'est très, très compliqué. Bon, enfin.
Passons. Voilà, donc Alors, on va dire que l'influence de Tolkien a également apporté un crédit essentiel au monde magique et a entraîné le déclin des procédés comme le rêve. Parce qu'avant, on a bien vu qu'on était arrivé par le monde onirique à la fantasy, et Tolkien change ça et on part sur les mondes magiques. c'est clair Voilà. il se permet totalement en fait de créer quelque chose qui n'existe pas du tout, qui n'a aucun lien avec rien du tout. Ça, c'est vrai que c'est quand même particulier parce qu'il faut quand même avoir cette idée-là, quoi. Et comme c'est l'un des premiers à l'avoir eu, c'est assez impressionnant, je trouve. J'adore la Alors, remarque de Damien. c'est Comment ça, tu mais je oses? suis à l'avoir dit. Alors, moi aussi, personnellement, j'ai commencé à lire un peu et c'est pareil, je trouve ça extrêmement lourd. C'est-à-dire que je reconnais tout le talent, tout l'étendue de sa création, mais en termes de lisibilité, de roman, c'est pareil, j'accroche pas énormément parce que c'est très très lourd. Alors là, j'ai une question pour vous. Vous le lisez en quelle langue? Alors moi, je lis en français, je ne lis qu'en français. Voilà. Et en fait, Voilà. c'est ça le problème, parce que moi aussi, j'ai lu enfin, j'ai commencé Le Seigneur des Anneaux en français et je me suis arrêtée parce que je trouvais ça horrible à lire, j'arrivais pas. Et en fait, j'ai lu Bilbo et le Hobbit en anglais et c'est Ouais. beaucoup plus facile. Alors, Et j'ai attention commencé à parce lire Le Seigneur que des Anneaux en anglais et et c'est pareil, t'as le beaucoup plus même simple. ressenti? Ouais, Ah ouais. bah, c'est pas étonnant. En fait, on dit souvent, les anglo-saxons, quand ils écrivent de façon beaucoup plus simple, ils vont vraiment plus rapidement au but, en fait, alors que c'est assez français de devoir faire de grosses descriptions, de belles métaphores, etc., de jolies phrases. Et parfois, les traducteurs se font un peu trop plaisir. Le slash. C'est vraiment fort, ouais. Mais ça a été le même problème, si tu regardes bien, avec la série de George Martin, là. Ouais. Game of Thrones, ouais. C'est ça, en fait. C'est le même problème. Son écriture est relativement simple, mais quand tu regardes la traduction française, c'est beaucoup plus complexe. Mais il y a des gens Bah, qui aiment et d'autres qui n'aiment ils ont revu la traduction d'ailleurs de Game of Thrones parce qu'il y avait une vieille pas. traduction qui était illisible. J'ai essayé de la lire, Ouais. c'était infâme. Et ils ont dû refaire appel à un traducteur pour traduire, pour que ce soit beaucoup plus accessible. Mais il y a des nouvelles versions maintenant qui sont bien mieux. Mais voilà. Non, franchement, Le Seigneur des Anneaux en anglais, pour avoir testé, là, c'est franchement facile à comprendre. Bon, après, moi, j'ai des facilités en anglais, donc aussi, ça peut certainement aider. Mais néanmoins, c'est beaucoup plus facile à lire qu'en français. Et c'est ma langue maternelle quand même, le français, les gars. C'est fou. C'est absolument fou. Non, c'est vrai, c'est fou. Voilà. Donc, il a aussi écrit, d'ailleurs, on revient un tout petit peu à Tolkien, il a écrit un essai qui s'appelle Du conte de fées, que je n'ai pas lu personnellement, mais que je vais peut-être lire du coup, dans lequel il forge notamment l'expression monde secondaire en rapport au monde magique et imaginaire qu'il avait créé, qui est un texte fondateur de la critique littéraire de fantasy. Voilà, je ne connaissais pas personnellement, mais du coup, j'ai appris des choses en préparant ce live. Ouais, Voilà, carrément, je découvre totalement, ouais. Et donc, attends, texte fondateur de la critique littéraire de fantasy. Donc là, j'avoue, je sais pas si tu sais pourquoi est-ce que c'est un texte fondateur de la critique littéraire en fantasy, mais ça m'intéresserait bien de le savoir. Après, Bah, je pense qu'en fait, il a pas mal, en fait, en écrivant, je pense, Le Seigneur des Anneaux, il a eu l'occasion, parce que comment ça s'appelle? C'était un professeur, bien évidemment. Alors, je sais plus si c'était je sais plus quelle était son école. Je crois que c'était Oxford. ouais, il me semble que c'était Oxford, mais peut-être. Voilà, je mélange peut-être. Mais voilà, mais il était professeur à Oxford et en effet, je pense qu'il n'a pas manqué, tout en créant le monde du Seigneur des Anneaux, de faire à côté sa petite thèse sur ce qu'était la fantaisie et ce qu'il avait décidé d'apporter à ce monde et comment il l'avait fait. Peut-être en parlant d'ailleurs du conte de fées, hein, puisque comme c'est le titre du conte de fées, peut-être qu'il est parti des contes de fées pour ensuite aller plus tard pour faire le lien histoire, peut-être. Peut-être, non, j'avoue. à voir. Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. C'est ça, coucou. Moi, je suis restée coincée sur le commentaire de Damien. Je sais pas s'il y en a d'autres depuis, si j'ai l'impression que ça bug un peu chez moi. Donc, ouais, vas-y, il faut que tu fasses défiler. Je sais ce que je fais. C'est bloqué. C'est totalement Oxford, bloqué. merci Damien. C'est totalement bloqué. Alors, excusez-moi pour l'écran qui bouge. J'essaie de débloquer les commentaires. Ça ne marche pas. Bon, super. Bref. Super. Bon, mais tu vas surveiller les commentaires. T'inquiète, je ferai les commentaires et Damien confirme que c'est bien Oxford, qui était bien professeur à Oxford. Tolkien. Donc on peut dire qu'il y a bien un avant et un après Tolkien dans le monde de la fantasy en tout cas. Et c'est le succès de ces livres en fait ainsi de nombreux éditeurs à vouloir publier une série susceptible d'attirer de la même façon le public, puisque bien évidemment Tolkien s'est vendu, donc il y a de l'argent derrière la fantasy. Il y a moyen de faire pareil. Il y a moyen de se faire du fric. Et donc, on considère pour la première fois la fantasy comme un marché profitable. Donc, on est dans les années 1960 et des brouettes. D'accord. Ça me fait c'est quoi, pardon? Je t'ai pas très bien entendu. Oui, ça me semble si vieux, en fait, quand il pense les années 60 pour de la fantasy. J'ai l'impression que c'est tellement plus récent que ça, l'explosion de ce genre que...
Bah, en fait, c'est une mini-explosion. C'est-à-dire que toi, comme t'es française, tu l'as pas foncièrement vécu. Mais en Ouais, non. Angleterre, dans les pays anglo-saxons, ça fait au moins depuis 1960 que ça décapote, quoi. Hein. Ça décapote clairement. Et puis, en fait, ça a été soutenu par. Il y a eu, en fait, avant les romans, il y a eu beaucoup de magazines qui ont parlé de fantasy. Donc, c'est ça qui a permis, on va dire, la démocratisation de ce genre dans les pays anglo-saxons, avec les pulp magazines dont on parlait. Et après, il y a eu le roman grâce à Tolkien, en fait. C'est surtout ça, en fait, qui a fait le basculement du genre et qui est devenu véritablement un genre littéraire, plus qu'un Bon, genre en de fait, magazine. ouais, d'accord, ouais, donc c'est vraiment parti des magazines. C'est assez intéressant là encore. Mais c'est intéressant parce que si vous regardez, parce que je connaissais pas en fait ce que c'était les pulp magazines, et en fait c'était des petits magazines qui étaient publiés par pas forcément des éditeurs, mais en tout cas des éditeurs de journaux plutôt. Et c'était des magazines genre qui étaient faits avec de la ultra mauvaise qualité. C'était pas en couleur, c'était vraiment du papier de merde, Ouais. littéralement. Et ils publiaient sur ça en fait pour publier pas cher et pour le vendre pas cher et pour le diffuser bah du coup pas cher à plein de monde. Et c'est comme ça que la fantasy a explosé. Ouais. Donc je trouvais ça plutôt intéressant de savoir qu'on peut partir d'un format de merde pour répandre quelque chose qui est toujours là aujourd'hui, quoi. Donc Et qui a un gros succès. voilà. Alors je sais pas, là, j'ai découvert qu'en 1961 a été édité, donc juste après Tolkien, hein, puisque Tolkien, son succès dans les années 1960, a été édité la première nouvelle du cycle d'Elric, La Cité C'est qui ça. rêve, une saga qui a été écrite par Michael Moorcock, un auteur anglais, et tout le monde dit que c'est un anti-Tolkien, mais j'avoue ne pas avoir creusé la question. Parce que je ne sais Non, pas du tout qui est ce monsieur et ce qu'il écrit. je Donc, comprends pas non plus comment est-ce qu'on peut être anti-Tolkien. Alors après, est-ce que c'est anti-Tolkien un peu comme l'a été George Martin à sa façon ou je sais pas. Alors, je vais demander à Google en direct, comme ça je veux bien voir. Parce que bon, vas-y, en quand on attendant, je cite Tolkien, continue. vas-y, je cherche. En attendant, je continue un peu. Et en fait, ce n'est toutefois qu'en 1977, donc on était en 60-61, je rappelle au niveau de la chronologie, la première définition du genre de la fantasy, c'est 49. Et la naissance du genre, c'est 1800 et des brouettes, d'accord, en Angleterre. Mais là, on se retrouve en 1977 et c'est là que la percée s'effectue vraiment avec l'épée de Shannara. Alors, j'avoue ne jamais avoir entendu parler du monde des Shannara avant la série sur Netflix, sur laquelle j'ai C'est zappé, genre comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en la fait, j'ai même. découvert que c'était une série, mais genre très ancienne. Presque aussi ancienne que Tolkien d'ailleurs, donc l'épée de Shannara, c'est un premier roman de fantasy qui est apparaît sur la liste des meilleures ventes du New York Times, donc quand même, et qui est premier également à atteindre la première place de ce classement dans les meilleures ventes du New York Times. Donc là, on est vraiment dans le best-seller en fantasy. C'est quand fou même parce que pas rien. quand on voit la série, on se dit ouais, le monde est très créatif tout ça, mais bon, je sais pas pour toi, moi personnellement la série j'ai très moyennement accroché, donc bon après je ne sais pas ce que t'en as pensé. J'ai pas trouvé le jeu d'acteur oufissime, j'ai pas trouvé l'histoire oufissime, mais bon. Voilà. Après, j'ai vu que Damien a dit que il est revenu sur Elric et il a dit, je pense que ça vient de la construction de l'univers et de son personnage. Je reviendrai dessus tout à l'heure si vous voulez. Donc, si tu trouves pas trop Ok, d'infos, parfait. Écoute, et Shannara, c'est cool à lire, mais la série est nulle. Merci Damien. Ben ouais. voilà, comme ça, on sait. Ouais. Et du coup, je ne connaissais pas. Tu pourras nous en parler un tout petit peu, Damien, quand tu prendras la main dans Écoute, ce live. j'ai peut-être une piste pour le anti-Tolkien. Écoute, je vois une citation Vas-y. une citation de Morcroc sur Tolkien qui définit ça comme une pernicieuse confirmation des valeurs d'une classe moyenne morale en faillite. Et donc ça me fait peut-être penser à quelque chose que je sais de Tolkien, c'est que Tolkien était quelqu'un de très croyant, il venait d'une classe sociale qui était pas trop défavorisée. Donc finalement, il y avait ce côté un petit peu fantaisie bourgeoise et fantaisie chrétienne qui a peut-être déplu à des auteurs un peu après justement le succès de Tolkien, je sais pas. C'est peut-être de ce côté-là qu'il faudra creuser, je ne sais pas. Donc Damien vous en dira plus tout à l'heure, restez dans le coin parce que vous allez avoir une réponse. Damien va nous éclairer sur le sujet parce que je C'est ça. découvrirai. On va découvrir tout ça ensemble. Donc, dans le même temps, donc là, on est toujours dans les années 77-80, hein, parce qu'on a toujours l'épée de Shannara qui a été un passage important dans la fantasy, puisqu'on est passé dans les best-sellers carrément, ce que n'était pas d'ailleurs Tolkien à l'époque, hein, parce que si en 77, on vous dit que l'épée de Shannara est arrivée dans les New York Times best-sellers en numéro 1, c'est que Tolkien ne l'était pas encore. Donc, c'est important. En tout cas, il y a Damien qui dit tout à fait, je pense que c'est sur ton analyse de l'anti-Tolkien. Chouette. Je vois pas ton commentaire, Damien, mais je suis contente d'avoir raison. Merci Damien. Donc dans le même temps, donc fin 20e siècle, en gros,
30 ans avant la fin du XXe siècle quand même. Il y a de nombreux récits de fantasy qui paraissent sans être identifiés en tant que tels dans des ouvrages pour la jeunesse, parce que la jeunesse a beaucoup connu de la fantasy. Et on peut notamment nommer Roald Dahl, que je pense que tout le monde connaît avec Charlie et la chocolaterie. Voilà, Le Bon Gros Géant ou Sacrée Sorcière. Voilà. Ou sinon, on a encore les albums jeunesse avec des œuvres de Maurice Sendak, comme par exemple Max et les Maxi-Monstres, que je ne connais pas, qui est paru en 1963. Mais moi, ça me dit quelque chose. Je me demande si ça n'a pas été adapté en dessin animé ou un truc comme ça, en fait. Je me posais la question. Bah peut-être, hein, qui sait. Qui sait. Écoute, je vais demander. Voilà. Et Donc ça, en c'est fait, pareil, on a eu... Bonjour Google. Donc en fait, en fait, Roald Dahl, c'est du fantastique pour toi, oui et non, parce qu'en vérité, si on reprend la définition de la fantasy, comme quoi la magie est quelque chose de normal, en tout cas pas quelque chose d'extraordinaire pour les personnages qui la découvrent, ça l'est pas foncièrement pour le chocolatier, je sais plus quel est son nom, putain. Il s'appelle comment? Pardon, dans Charlie et la chocolaterie? Ouais, il s'appelle comment? L'auteur? Willy Wonka. Non, le chocolatier. Ah non, d'accord, ok, oui, ok, très bien, moi j'étais pas du tout, oui. Non, en fait, pour Willy Wonka, c'est pas la magie n'est pas du tout quelque chose de bizarre. Pour lui, c'est vraiment, ça fait partie de son monde. Donc, je sais pas si véritablement c'est du fantastique. Parce qu'il disait que Charlie et la chocolaterie, c'était pour lui du fantastique plus que de la fantasy. Ah oui, je vois, ouais. Bah, en fait, non, parce que j'ai l'impression que tout le monde a l'air tout à fait ok avec les trucs super bizarres qui se passent là-bas. Tout le monde a l'air, oui, très bien. Les Oompa Loompa, ils sont comme ça. Non, mais c'est ça, en fait, c'est pour ça dans un monde, t'as l'impression qu'il n'existe pas vraiment, c'est très inspiré de ce qui existe, effectivement, mais t'as pas l'impression que ce soit vraiment le monde réel. D'ailleurs, je sais pas exactement où ça se passe, moi, en fait. Voilà. À part dans une chocolaterie, naturellement, mais je ne sais pas. Voilà, donc en fait, comme dit Damien, c'est le même combat entre fantasy fantastique habituel. Oui, on va dire que la ligne est poreuse entre les deux, mais bon. En tout cas, ces dernières années, la fantasy semble abandonner son caractère de marché de niche puisqu'on passe sur quelque chose de véritablement intéressant pour tout le monde et là où il y a de l'argent à se faire pour tout le monde. Donc, à partir des années 1980, les longues séries fantasy humoristiques de Pierce Anthony et de Terry Pratchett, qu'on connaît bien, apparaissent fréquemment dans la liste des meilleures ventes. Voilà. Et là, je sais que Damien va crier un peu, mais Harry Potter peut être considéré par certains comme de la fantasy et fait partie des grosses ventes en fait qui ont marqué le développement de la fantasy et notamment des réussites commerciales d'adaptation cinématographique avec Le Seigneur des Anneaux, les Narnia, les Harry Potter, tout ce que vous voulez. Je voyais le chiffre tout à l'heure, les films ont généré alors plus de 8 milliards de dollars de recettes en fait pour juste la série de films, hein, on parle même pas des bouquins. Donc c'est dire à quel point c'est un truc qui a bien marché, 8 milliards de dollars, c'est juste monstrueux. C'est Harry Potter ça. Ouais. C'est bon, c'est dingue. Mais bon, ça c'est juste pour pour les films, hein, c'est ça qui est fou. Ouais, ça c'est pour les Harry Potter et Peter Jackson avec du coup Le Seigneur des Anneaux, lui n'a fait que 5 milliards. C'est cool. C'est cool. C'est clair. Voilà, c'est quand même peu. 5 milliards d'euros, c'est quand même peu. Et par contre, il y a Amazon qui a investi 1 milliard de dollars pour la nouvelle série du Seigneur des Anneaux. À de voir ce que ça va donner. C'est ce qu'ils doivent en espérer au moins autant. Donc finalement, peut-être que le niveau de Tolkien va remonter par rapport à Harry Potter, on ne sait pas. Ah, qui sait. Enfin bon, donc voilà, donc là on vous a vraiment fait un petit historique de comment est-ce que la fantasy est née déjà en tant que genre littéraire, par quelle voie elle est passée, quels sont les grands auteurs qui ont marqué l'évolution de ce genre. Et puis voilà, on vous a parlé des grands auteurs. Il y a eu un avant et un après Tolkien parce qu'il a véritablement fait que la fantasy devienne quelque chose de vendable et de vendeur. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un grand marqueur de la fantasy. Je ne sais plus ce qu'on s'était dit. Est-ce que c'est à ce moment-là que je te dis au revoir et que je dis bonjour à Damien ou est-ce que c'est un peu plus tard? Je vois qu'il est 15h34, donc ça veut dire que ma demi-heure à moi, elle est faite. On peut couper là si tu veux, et comme ça, moi, je vais peut-être pouvoir avoir accès aux commentaires. Donc, écoutez, merci beaucoup à toi et puis à tout le monde. Je ne vois pas vos commentaires, je suis un peu. Donc bon, peut-être que tu pourras réessayer comme ça pendant le live de regarder les commentaires, te dire mais putain, mais. Je vais pouvoir couper et revenir, donc je pense que ça va se débloquer comme ça. Donc pour ça, je vais de retrouver un commentaire. Un dernier commentaire, il y a marqué que on parle pas du film Eragon. Oui, je sais, on n'en parle pas du film Eragon, c'est quand même pas mais ça a été une adaptation cinématographique d'un livre de fantasy. Voilà, désolé pour tout le monde. Comme ça. Bon, allez, je te dis à bisous. C'est ça. À bisous, très bien, très chouette, ça me va. Comme ça, je vais dire bonjour à Damien. C'est ça, je passe sur la Damien. À tout de suite dans les commentaires. Salut, ciao.
Alors, on passe à Damien. Restez avec nous. Damien qui va nous parler du coup du l'anti-Tolkien, qui va revenir sur Shannara, qui va ajouter un peu plus de détails à tout ça. Bonjour Damien. Salut! Ça m'énerve, Comment en ça fait, va? vous parlez beaucoup plus vite que j'ai le temps d'écrire mes commentaires et en plus, comme vous les avez en décalé, c'est horrible, quoi. Et non, Anthony, on ne parlera pas de l'adaptation de Aang, l'Avatar. Non, mais On n'en attends, parlera celle-là pas. aussi, elle est costaude quand même parce que mon père, genre, a Elle adoré fait le mal. film. Je lui ai dit, mais papa, c'est une insulte que t'es en train de me faire à l'univers, là. Il a adoré le film Eragon Putain. aussi. J'avais envie de lui cracher dessus, mais vraiment. Bref. Mais bon, J'espère il qu'il lit t'est pas. retenu, ça reste ton père quand même. Ouais, non, mais il lit pas en plus, donc c'est peut-être pour ça que c'est biaisé. Je sais pas. Mais, enfin, Bon, il y a bref. des gens qui te disent bonjour, donc tu dis bonjour. Bonjour les gens, je pousse mon coup de gueule envers ces putains de réalisateurs de mes deux là et voilà. Salut. On ne parlera pas de la fin de Game of Thrones bien sûr. Non mais arrête, ce serait impossible, ce serait infini comme voilà, infini. On en parlera Bon, la semaine prochaine pour les adaptations. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler du coup de l'anti-Tolkien, nous apporter un peu plus de détails? Oui, alors en fait, enfin, ça c'est mon expérience, c'est parce que j'ai lu aussi bien Moorcock que Tolkien, mais si tu veux, déjà le manichéisme qui existe au sein de Tolkien est très christique, c'est-à-dire que d'un côté on a le bien avec le paradis, un peu Jésus, enfin il y a l'idée très catholique derrière, et de l'autre côté avec Sauron, etc., qui correspond peu ou prou à Satan en fait. Chez Moorcock, pas du tout. Déjà, il faut savoir que l'univers de Moorcock, c'est pas de la high fantasy. C'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur un personnage, donc Elric, bien sûr. Ouais. Et toute la création de l'univers, l'espèce de manichéisme qui est installé entre l'ordre et le chaos, relève de la religion zoroastre. Le zoroastrisme, je vais pas vous faire un cours dessus, je ferai ça plus tard, mais on le considère sûrement comme un anti-Tolkien parce que c'est une vision beaucoup moins catholique, comme peut l'avoir fait Lewis avec Narnia par exemple. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on critique beaucoup l'auteur de À la croisée des mondes, donc le troisième fondateur du genre moderne de la fantasy, parce que lui aussi fait une grosse critique de la religion catholique en fait. Tout à fait. D'ailleurs, fondant, et puis en plus, si on étudie bien son texte, on note du racisme. Enfin, c'est. Bah oui, mais on va dire que c'était dans un certain contexte, quoi. Ah oui, bah c'est fin de l'époque coloniale. Voilà. Il était plongé dedans, guerre mondiale et tout ça. Donc forcément, oui, Tolkien a été. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'articles d'ailleurs qui étaient parus sur comme quoi aujourd'hui on ne pourrait plus publier Tolkien. Non. À cause notamment de ce genre de détails. Non, il faudrait enlever beaucoup de choses. Voilà. Mais oui, après, là, j'ai vu qu'il y avait des commentaires sur tout ce qui était adaptation. Celle de La Croisée des Mondes, ouais, le film était pas mal. J'ai pas vu la série, mais il y a eu qu'un film, il me semble. Et oui, après, parce que le succès n'a pas été au rendez-vous et du coup, ils n'ont pas fait la suite. Et pour la série, je l'ai pas vue, mais il paraît qu'elle est pas trop mal. Ouais, mais c'est comme... Pardon, ça a coupé, je t'ai pas entendu. Il y a plus de... Ma mère m'a appelé au téléphone. Ah d'accord. Donc voilà, donc du coup j'ai été déconnectée. Ma mère a osé m'appeler. Je pense qu'elle va réessayer de m'appeler, donc je reste peut-être redéconnectée. Voilà, donc bon, si je ne suis plus là, c'est pas grave. Je serai là, je ne serai pas là pendant quelques secondes. J'ai l'habitude de faire court. Voilà. Donc alors, avec toi, donc maintenant qu'on a vu un peu l'anti-Tolkien et qu'on a remis un peu, on a parlé de certains trucs dont on avait parlé avec Olivia, ouais. On va parler de la fantasy, de la littérature en France. Ah oui. Voilà, parce qu'on a parlé des Anglais, on a parlé de tout ça, mais maintenant il est temps de parler de nous, petits Français. Oui, il serait temps, oui. Voilà. Et il y a en 2011 un académicien suédois, dont je ne connais pas le nom, parce que je pense que je ne saurais même pas le prononcer déjà de base, qui a expliqué que si Tolkien n'avait pas remporté de prix Nobel de littérature en 1961, malgré la qualité de son œuvre pour l'époque, c'était parce qu'il n'était pas de la littérature, tout simplement. D'accord. Sympa, je trouve. Oui, bon, j'imagine que c'est Sartre qui a dû sortir un truc comme ça. Oui, félicitations. Alors, en fait, en effet, c'est parce qu'à l'époque, les académiciens, qu'ils soient de n'importe quel pays, en fait, disaient et se basaient sur la définition de Jean-Paul Sartre, qu'il a fait en fait de la littérature dans
sa conférence qui s'appelle Qu'est-ce que la littérature, que j'ai eu l'occasion de lire pendant ma prépa littéraire. Ouais, Voilà. ouais, moi aussi, mais là, cette année, parce que on a une question de concours sur l'écrit et la culture à l'époque contemporaine, et Sartre fait partie des pères de la chose. Voilà, les pères de la chose. Et donc, en Je fait, il a déteste ce écrit... type. En fait, il a écrit donc cette conférence en 1947 qui a été par la suite publiée et traduite en plein de langues en 1948. Et en fait, pour lui, sa conception de la littérature est simple. La littérature doit être engagée dans le sens où elle doit révéler le monde, pas comme la fantaisie qui est en fait une fonction d'évasion comme on a vu avec son origine à l'époque à l'époque victorienne en Angleterre, où les gens pouvaient s'évader de leur quotidien grâce à la fantaisie. Pour Sartre, ce n'est pas la littérature parce que ça ne dénonce pas le monde. Et ça, Ouais, c'est bah très sartrien, ça. c'est pas idiot, sa pensée est pas idiote, parce que quand tu lis des textes de Sartre, il est extrêmement engagé. C'est l'un des philosophes, voilà, qui combattait toutes les inégalités. Enfin, il tâchait de combattre, du moins les inégalités qui ne lui plaisaient pas à lui. Et on peut le mettre en parallèle avec son collègue qui était Aron. C'est pareil, lui, s'il fait de la philosophie engagée. Je peux comprendre la vision. Après, heureusement qu'aujourd'hui, ça a quelque peu changé et que la fantaisie, bien que elle reste toujours dans la volonté d'évasion, tâche quand même d'impriguer dans son texte des combats, ou du moins de... Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Oui, après, on peut dire aussi que l'évasion est un moyen de s'engager, tout simplement, Oui, en aussi. créant un monde qui est en fait l'exact opposé, son reflet du monde actuel qu'on connaît, pour pouvoir le C'est dénoncer vrai. par ce biais-là. C'est vrai. Donc, on peut dire en réalité que la fantaisie est de la littérature, même au sens sartrien du terme. Oui, après, il Mais serait ça, pas content qu'on dise ça, mais... chut, faut pas. Qu'est-ce qu'elle a dit, Olivia? Écrivons de la fantaisie pour dénoncer Sartre, comme ça il sera content. Tout à fait. Alors, Bon, je pourquoi pense. pas, mais il faut avoir lu tous ces textes avant, et je le ferai pas parce qu'il y en a beaucoup trop et que ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Après, vous connaissez certainement, pour ceux qui lisent de la fantaisie, un auteur qui s'appelle Neil Gaiman, qui est très connu dans le monde de la fantaisie. Voilà. Et qui a écrit un essai qui s'appelle Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l'imagination. Je ne savais pas que cet essai existait, donc je ne l'ai pas lu pour l'occasion, hein, désolé. Moi non Mais plus. il a été édité et distribué gratuitement par les éditions Au Diable Vauvert. Voilà. Et dedans, alors, il y a une certaine. J'ai essayé de réduire la citation, parce que la citation est assez longue. Mais je pense que le On début est ce dirait qu'il y a de moi avec mes plus. paragraphes. Ouais, sauf que là, c'est pas mon texte, hein. C'est pas moi qui parle. Et en fait, il a écrit ça en gros. Il a dit et tant que nous sommes sur ce sujet, j'aimerais dire quelques mots sur l'évasion. J'entends qu'on emploie ce terme comme s'il s'agissait d'une mauvaise chose, comme si la fiction d'évasion était un opiacé bon marché auquel s'adonnent les gens troublés, les idiots et les dupes, et que la seule fiction qui vaille la peine pour les adultes ou les enfants soit la fiction mimétique qui reflète le pire du monde dans lequel se trouve le lecteur. Si vous étiez prisonnier d'une situation impossible, en un lieu désagréable, avec des gens qui vous veulent du mal, et qu'on vous offre une évasion temporaire, pourquoi ne saisiriez-vous pas votre chance? Et voilà tout simplement ce qu'est la fiction d'évasion, une fiction qui ouvre une porte, montre qu'il fait soleil dehors, pardon, vous procure une destination où vous contrôlez les choses, où vous vous retrouvez avec des gens avec lesquels vous vouliez être, et chose plus importante, durant votre évasion, les livres peuvent aussi vous apporter des connaissances sur le monde et votre situation, vous fournir des armes, vous doter d'une armure, des choses bien réelles que vous pourrez rapporter dans votre prison. Voilà, donc en fait, en gros, il vient de contredire Sartre en disant, bien évidemment, que Totalement. la littérature d'évasion était aussi une littérature de dénonciation contre la réalité et ses Bah, difficultés. de toute façon, la littérature, quelque forme qu'elle prenne, reste de la littérature. Donc, Ah, mais pas pour Sartre? non, mais bon, 12 pages et 3 paragraphes, non, Ouais, c'est ça, ouais. pas tout à fait. Non, je m'appelle pas non plus Stendhal ou que sais-je encore, ou Proust, pire. Ah, alors non, Anthony, les Marseillais contre les Ch'tis, ça rentre pas dans la catégorie évasion dystopique. Non, Je ne non, suis ça pas c'est d'accord. plus, je sais pas, plus de l'absurde, je dirais. Non, je pense que c'est plus on en a parlé un peu sur le live sur le sexisme dans la littérature. Je pense que c'est plus un reflet, un espèce de retour à notre réflexe primitif darwinien. Les hommes forts, musclés, qui doivent gagner la femelle pour s'accoupler, tu vois. C'est un peu ça quand même, les Ch'tis et les Marseillais. C'est un peu Ouais, ouais, cette base-là. super, ouais, ouais.
chouette. Voilà, malheureusement, ça existe, mais horreur, oui aussi, horreur, Olivia, Oh tout à putain, fait, tu as raison. mon Dieu, la télé-réalité. Bref, on va pas passer dessus Vaut parce que mieux là, pas c'est me fini demander à mon l'heure avis sur l'autre chose parce que là, ouais, on n'a pas fini. Voilà, donc Damien, chut. Tiens, On s'arrête. à la place de te poser, je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que la fantaisie française se vend mal? Parce que oui, la fantaisie, ça marche en France, ça commence en tout cas à marcher, mais c'est pas la fantaisie écrite par des Français qui marche le mieux. Bah, sans me fixer sur le topo que tu as fait, je pense que déjà on a beaucoup de retard. C'est-à-dire que la fantasy, on le dit depuis le début, c'est un genre britannique. Enfin, la fantasy dans le sens moderne, bien sûr, donc Ouais. post-Tolkien, c'est avant tout moderne. C'est avant tout britannique, c'est n'importe quoi, je dis de la merde en plus. Donc, ouais, on doit avoir du retard. Je sais pas combien d'années, mais je pense qu'on a au moins 2 ou 3 décennies de retard là-dessus. On a 50 ans de retard. Ah ouais, 50 ans. Bah, tu vois, déjà, Ça faut pique. rattraper 50 ans. Donc, voilà. Je pense qu'il y a aussi, Ouais. au niveau des maisons d'édition, quand on y pense, en France, il n'y en a pas tant que ça qui font de la fantasy. Ou du moins du genre. Comme, à contrario de Beta Publisher. Enfin, je sais pas, parce que moi, quand je pense maison d'édition de fantasy, je sais que j'ai des lecteurs qui parfois m'envoient un message pour me demander, mais tu connais pas, toi, des maisons d'édition qui publient de la fantasy, mais qui soient pas que Beta Publisher et je dis, bah, moi, les principales que je connais, ça va être Brajlon, ça va être Nemos, enfin, ça va être les grosses maisons d'édition qui, les premières, ont fait de la fantasy, en fait. Donc, on a un gros problème de maisons d'édition. La place aussi que prend la fantasy, que ce soit dans les pubs ou dans les publications annuelles, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Enfin, je sais pas, moi, quand par exemple je passe à la gare Pardieu tous les matins pour aller bosser, jamais je vois une pub d'un bouquin de fantasy. Ça va toujours être de la lecture, de la Blanche. littérature blanche, comme on dit. Donc ça va être Musso, mais ça va pas être, j'en sais rien, moi par exemple. C'est dommage. J'ai pas encore le budget, Damien, j'ai pas encore le budget. On en parle bientôt si tu veux, mais il n'y a pas le budget là pour l'instant. Ah non, mais bon, ça me ferait un peu bizarre de toute façon d'avoir ma tronche dans la gare Pardieu, je crois. Alors, sur le top fantasy de la Fnac France, les 2 tiers des auteurs cités sont américains ou anglais. Bah oui, mais c'est normal, de toute façon, la plupart des gens, ils lisent des auteurs anglais, américains, moi le premier. Donc, on regarde ma bibliothèque, sur les 400 bouquins de fantasy que je peux avoir, il doit y en avoir 360, c'est des auteurs anglais ou voire d'autres langues. Donc, les français, il y en a très très peu. Là, franchement, de tête, je peux vous dire que les seuls auteurs français qui me viennent en tête et qui sortent du cadre Wattpad, ça va être Olivier Gay, qui est chez Brajlon. Ça va être Paul Béorn, qui est aussi chez Brajlon. Et voilà, donc non, c'est terrible. Donc à la grande majorité, ce sont des Américains ou des Anglais. Donc fort heureusement, on a également des Italiens, des Polonais, et voilà. Mais non, je pense alors en que... fait, ouais. Non, vas-y, pardon. Non, en fait, je voulais rebondir un peu sur l'idée en fait que ouais, il y a de grosses maisons, enfin, on va dire Brajlon et Memneus qui sont des grosses maisons d'édition qui eux font de la fantasy, voilà, mais qui font aussi de la fantasy, beaucoup de fantasy traduite. Justement, d'où cette espèce d'explosion de la fantasy anglo-saxonne en France et le fait que peu de Français savent citer un auteur de fantasy français parce qu'ils n'en lisent pas. Mais en fait, il existe pas mal de petites maisons d'édition. J'ai découvert aussi des petites maisons d'édition que personne ne connaît, qui sont des petites maisons d'éditeurs imaginaires. Il y en a à peu près une quarantaine en France, ce qui n'est quand même pas énorme, mine de rien. Non, et puis j'imagine que c'est des toutes petites structures. Tu dois penser, je sais pas, à Rebelle Édition, Critique, enfin tous ces. Et il faut même savoir que certaines de ces maisons d'édition là, pardon, sont des labels de grosses maisons d'édition, style Hachette, Brajlon et Gallimard, donc ou Albin Michel par exemple. Tout à fait. Mais en fait, donc en fait, les gens ils se disent, d'accord, donc en fait, c'est un espèce d'émiettement du marché éditorial qui rend les choses plus complexes pour un auteur de fantasy française pour se faire connaître. Parce que comme il y a tellement de petites maisons d'édition, d'après la presse, ça rend plus compliqué de faire connaître des bons auteurs français en fantasy. Je suis un peu partagée sur la chose parce que je pense que plus tu as de possibilités de te faire éditer, plus, on va dire, un talent peut émerger. Mais après, c'est vrai qu'il y a différentes qualités de fantasy, il y a différentes choses aussi. Si t'es une petite maison d'édition et que tu sors que de la fantasy en français, mais que tu sors que des livres de merde, bon, bah,
déjà que tu vas pas donné une super image de la fantasy française, quoi. Oui, après, c'est aussi au club de lecture le comité de lecture de bien choisir ses romans. Enfin, je sais pas si, Ouais. enfin, toi qui es éditrice, si quand je t'avais présenté mon texte, t'avais pas aimé, tu l'aurais pas pris. Pas parce que c'est de la fantasy. Tu t'en fous. T'aimes pas, c'est tout. Enfin, combien de Ouais. manuscrits on avait reçus quand je travaillais un petit peu avec toi pour valider les manuscrits, mais il y en a une pelletée, mais c'était abominable, c'était affreux, c'est irrattrapable, franchement. Il y a des trucs, je vais être cru, mais il y avait vraiment des choses affreuses, abominables. Ah, il y a Mais de tout. tout le monde n'est pas écrivain, hein. On le devient, on n'est pas écrivain, on ne n'est pas écrivain, ça c'est sûr et certain. Mais avant de proposer son texte, les gars, relisez-vous, corrigez vos fautes, faites-le lire à d'autres gens, et qu'on vous donne déjà un avis qui soit hors du cadre familial, parce qu'ils ont tendance à être gentils avec vous, pour vous dire si c'est bien ou pas, en fait. Enfin, je sais pas. Voilà. Allez, donc on va avancer un peu. En fait, en gros, depuis la fin des années 1990, il y a les titres anglo-saxons qui inondent le marché français. Donc c'est pour ça aussi que les titres français ont du mal à émerger. Et la fantasy ne bénéficie jamais de campagnes promotionnelles de grande envergure, comme tu le disais. C'est-à-dire que tu ne verras jamais un panneau, bon, sauf si par exemple c'est de la fantasy, mais on parle là vraiment du monde de l'édition. Je parle pas des affiches de Witcher en jeu vidéo, de Witcher en série ou ce genre de choses. Là, on parle vraiment d'un budget communication propre aux maisons d'édition. Bah, je crois que le Voilà. dernier que j'ai vu avec une grosse campagne de promotion littéraire pour de la fantasy, c'était Game of Thrones, mais parce qu'il y a eu la série. Voilà, mais c'est sûr parce qu'en fait les maisons d'édition elles ont débloqué du budget. En fait elles débloquent du budget publicitaire pour les choses qu'elles sont sûres de vendre. Donc c'est pour ça que vous voyez du Musso, que vous voyez ce genre de choses parce que de la littérature blanche, parce que c'est ce qui marche énormément en France. Oui, bah des Et romans de guerre, quoi. voilà, mais c'est de la logique commerciale. Tu te dis, je mets Oui. de l'argent sur de la communication, sur quelque chose que je suis sûre de vendre. Je vais pas mettre 20 000 euros sur un bouquin de fantasy que personne ne connaît, dont personne n'a jamais entendu parler, même si ça pourrait le faire connaître et peut-être le faire marcher. Pour eux, c'est pas une logique intéressante. Mais c'est ça tout le piège, justement, c'est qu'au final, comment est-ce que un auteur fait pour se faire connaître si derrière sa maison d'édition ne débloque pas un budget pour le faire connaître? Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Ah bah oui, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est plus difficile quand on dit que c'est plus difficile de se faire connaître dans une petite maison d'édition. C'est pour ça, c'est parce que les petites maisons d'édition ont peut-être plus de temps à passer sur la qualité, le soutien des auteurs, etc. Mais ils ont peu de budget aussi, donc il faut trouver d'autres moyens. Après, avec les réseaux sociaux et toutes les nouveautés technologiques qu'on a aujourd'hui, c'est quand même assez facile, entre guillemets, de se faire connaître. Voilà. Après, Oui, oui, oui. c'est facile de se faire voir. Se faire connaître, c'est autre chose. Bon, là, il faut être régulier dans la chose, quoi. Voilà, il faut être régulier, il faut Mais être même, intéressant, enfin plein de choses. tu prends les grosses maisons d'édition qui publient de la fantasy, donc je sais pas, moi, tu prends Michel Lafon, tu prends Albin Michel, tu prends Brajlon. En niveau campagne marketing, c'est sur le web que ça se joue et tu les verras jamais dans les journaux, tu les verras jamais dans des magazines, à moins qu'ils soient extrêmement spécialisés. Ouais. Donc, t'imagines que même si les grosses maisons d'édition sont un peu plus réfractaires à l'idée de sortir du budget pour de la pub, comment tu veux que les petites derrière, enfin à moins que tu sois riche comme Crésus et que t'aies que ça à faire, mais je crois pas. Donc c'est clair. Donc on a dit qu'il y avait un émiettement du marché, on a dit que il y avait des problèmes, enfin en tout cas une problématique financière à la mise en avant de romans de fantasy, mais il y en a une autre encore que je ne connaissais pas avant de faire la recherche sur ce live. C'est une, on va dire, c'est une problématique qui a été soulevée par Orson Scott Card dans un hors-série sur la science-fiction. Attends, c'est quelle page? Et qui dit... C'est bon, j'ai trouvé. Sérieux. Ça, c'est bon. C'est bien. Et qui dit en fait qu'il y a une différence fondamentale qui n'arrange pas les choses entre la fantaisie française et la fantaisie anglo-saxonne. Et le fait qu'il n'y ait pas de porosité, c'est-à-dire que la fantaisie, il y a une porosité que dans un sens. La fantaisie anglaise, anglo-saxonne vient chez nous et il n'y a pas de problème, mais la fantaisie française a du mal à s'exporter. Et il dit, pour la simple et bonne raison, que la littérature européenne est beaucoup plus descriptive et philosophique, et c'est une façon complètement différente d'écrire. Les Américains mettent l'accent sur l'histoire avant tout, voilà ce qui se passe et voilà pourquoi, alors que les Français vont décrire les vêtements, faire des métaphores, etc., ce qui les rend plus difficiles à lire pour un public américain habitué à aller directement à l'histoire. Donc les trois gardes, c'est pas pour tout de suite. Bah écoute, franchement, moi, je sais pas, parce que enfin, du regard que moi j'ai sur mon œuvre, je m'inspire quand même beaucoup de la fantaisie britannique, c'est-à-dire la façon d'aller vraiment dans le vif du sujet. Certes, j'ai toujours le côté essayer de placer des idées, de discuter sur certaines choses, c'est normal, sinon on se ferait chier. Mais
Mais je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il dit parce que pour lire énormément de fantasy britannique, pour ne lire pratiquement que de la fantasy britannique ou Mais attends, américaine, attends, attends. Je te coupe, oui, c'est britannique, c'est pas... Les Américains, c'est quand même un peu différent du britannique. bah en tout cas pour les auteurs britanniques que je peux lire, ils sont pas forcément tous uniquement dans l'histoire, on avance l'action machin, c'est pas vrai. Enfin je sais pas, même tu regardes Tolkien, il est vachement plus dans la description que dans l'histoire en C'est clair. elle-même, hein. Je suis Ah désolé. oui, Donc non, ça c'est alors sûr. faudrait qu'il me donne des noms d'auteurs quoi. Bah après, c'est ce qu'il a dit, et soi-disant, la plupart en fait des critiques, ou en tout cas des analystes sur la différence et sur les traductions de la fantaisie française en mode anglo-saxon sont plutôt d'accord avec son analyse. Du coup, voilà, Ouais. moi, ce n'est pas Bah, quelque chose que je il connais. dit les Américains mettent l'accent sur l'histoire avant tout. C'est pas totalement faux parce que quand tu penses aux grands auteurs de fantasy que moi je peux lire, comme mon auteur préféré qui reste David Gemmell, oui, il est à fond dans l'histoire, il s'en fout un petit peu de ce qui se passe autour. De toute façon, il est dans l'héroïque et la high fantasy, donc forcément, on se concentre sur le héros avant tout. Ouais. Mais je connais des auteurs américains qui sont pas du tout comme ça. Enfin, je sais pas, tu regardes le mec qui a écrit Eragon, il est vachement plus dans la description. Après, lui, c'est presque une copie de Tolkien, mais Ouais, mais lui, il est italien, lui, non? d'origine italienne, je crois. Paolini. Il est Ouais, mais je Christopher crois qu'il Paolini, est il est pas d'origine italien? italienne, mais qu'il a vécu aux États-Unis, il me semble, hein. Je dis Ah, peut-être ok. des conneries, hein, Je savais pas. mais je crois qu'il est. Après, je sais qu'il s'est fait éditer par ses parents à la base, donc c'est sûr que c'est Ouais, facile. ça, je savais. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile, mais quand même, vu la grosse campagne marketing et le succès qu'il a eu, je pense Mm. qu'il est peut-être d'origine américaine avant tout, parce que la fantaisie italienne, j'en connais pas, donc. Ah J'en si, à connais pas part non plus, celle qui non. a écrit Les Mondes émergés, mais Je connais pas. Enfin, je connais deux titres, mais je savais pas qu'elle était italienne, ni j'ai pas lu non plus. si, elle l'est. Voilà. Il me Alors, semble. j'aime bien la remarque d'Olivia. En effet, les traducteurs anglais pourraient écrémer un peu les textes français comme les traducteurs français rajoutent au texte anglais. C'est une possibilité, mais pour l'instant, ça marche pas dans ce sens-là, j'ai l'impression. Après, Donc bon. la traduction, moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu piège parce que forcément le style du traducteur s'impose. Oui, Licia Troïski, je sais plus, je crois que c'est Troïsi ou Troïski, un truc comme ça. Mais ouais, les chroniques du monde émergé, les guerres du monde émergé, etc. Bref, pour revenir au Mm. traducteur, c'est toujours un peu. Enfin, on parlait tout à l'heure de Game of Thrones, mais le traducteur français de Game of Thrones, là, je suis en train de les relire, ça s'arrachait les yeux en fait. Moi, je trouve que Mm. j'ai un vocabulaire plutôt étendu, mais alors lui, putain, des fois, t'as Il se fait l'impression de plaisir. lire un texte médiéval en fait. Bah, je pense que c'est un peu je sais pas, c'est un peu le ton qu'il a voulu donner au texte, alors qu'il y est pas du tout en anglais, hein. Oui, non, mais Voilà. je Je sais, pense parce que que j'ai lu Game of Thrones en anglais et en français, et oui, et même Le Seigneur des Anneaux, c'est l'ombre et la lumière, quoi. Je sais pas. Mais c'est c'est clair. biaisé, je pense. Voilà, donc pour reprendre un peu, on a en gros l'émiettement du marché des maisons d'édition fantasy, voilà, qui serait un obstacle. On a le manque de budget pour faire de la pub pour les romans de fantasy, qui serait un autre obstacle. La différence entre la fantasy française et la fantasy anglo-saxonne, qui ferait que les Français n'arrivent pas à pénétrer dans le marché anglo-saxon. Mais on aurait un autre problème qui serait aussi le manque de considération des médias généralistes, ce qui n'est pas faux, puisqu'en fait, moi, j'ai jamais vu dans aucun journal comme Le Monde, Figaro, ce que vous voulez, n'importe quel grand quotidien, faire un article sur un chef-d'œuvre de fantasy ou voilà. Ça a dû arriver, je pense, mais ça resterait. C'est un classique à ce moment-là, du coup. Genre Ouais, Tolkien. c'est de temps en temps, quoi. Mais bah non, parce que récemment, il y a l'auteur. Alors, je sais pas comment elle s'appelle. Je l'ai lu en plus, mais je me rappelle pas son nom. C'est celle qui a gagné le prix du roman fantasy là avec le passe-miroir. Ah oui, oui, oui. Elle a énormément de succès, succès tout à fait mérité, mais et elle est pas mal interviewée, des trucs comme ça. Donc on lui fait de la place dans les journaux, mais c'est pareil, c'est parce que c'est une plume particulière, très voilà, qui a remporté un prix et qui du coup est mise en avant, quoi. Mais Parce que c'est une femme aussi. peut-être, bah tant mieux. Après, j'ai envie de dire. Non, mais je pense que ça joue aussi. C'est-à-dire que je pense que ça aurait été un homme qui aurait gagné ce prix-là. Je suis pas sûre qu'il aurait eu autant de mise en avant. Après, à Peut-être, voir, je je ne sais sais pas. pas. C'est une Mais possibilité. après, tant mieux. Moi, je suis content pour elle, hein. Ça lui fait du succès. De toute façon, on le voit au salon littéraire, hein. Le monde qu'il y a pour aller juste faire. Christelle Davos, merci. C'est ça. Pour aller se faire dédicacer les bouquins, il y avait autant de monde que pour aller voir, comment elle s'appelle, Amélie Nothomb, quoi. Donc, Ouais, c'est pas faux. Et là, il y a Anthony qui dit un truc aussi. Il dit, en même temps, nos propres médias ne mettent pas en avant sur le territoire
ça bug, les œuvres locales, ce qui n'est pas faux Ouais, non plus. c'est Donc, vrai. au lieu de parler de Bah, grands quotidiens avant, il y a aussi les petits qui, ah bah oui, foncièrement, oui, et localement, ne font tu vas pas. rester Voilà. ou dans ta ville ou dans ta région. Donc, enfin, déjà ton département et après ta région. Donc, c'est comme ça Voilà. que ça augmente. Mais ouais, bah après, Anatole, c'est encore différent parce que c'est une auteure britannique, enfin, anglaise, américaine. Elle est américaine, je crois. Anatole américaine. Ouais, qui s'est fait connaître via Wattpad, donc c'est encore différent, tu vois. Ouais. Mais bon, après, on va pas discuter du succès d'Anatole, que je ne comprends pas. Alors, oui. Alors, il y a Stéphane Marsan qui est, il me semble, à la tête des éditions Bragelonne, qui a reconnu que les éditeurs eux-mêmes avaient fait une erreur, mais avant, puisqu'il ne reste en fait que 13 secondes à ce live, comme ça on va passer à l'heure suivante. Voilà, donc juste avant, je Il est coupé dans ma phrase, c'est horrible. Alors. J'attends qu'il y ait du monde. Je vais parler toute seule, c'est étrange. Rebonjour, rebonjour, rebonjour. Rebonjour. J'attends Damien, qui est censé me rejoindre. La coupure a fait mal, ouais, je sais, la coupure a fait très mal. C'était au milieu de ma phrase, c'était n'importe quoi. Alors, je ramène Damien. Hop. Si j'y arrive. Tac. J'ai voulu faire genre une 15 secondes. Ouais. Est-ce que t'as vu ma coupure absolument horrible où j'ai voulu faire genre, il vous reste 10 secondes, je vous laisse sur un truc de suspense, bam, elle se dégage. En plein milieu d'une phrase, c'était génial. Ça a été horrible, horrible. Bref, donc le suspense, voilà, mais le suspense était là quand même. Non mais c'est pourri cette fonctionnalité d'une heure. Enfin, qu'est-ce qu'ils foutent Instagram? En fait, mais tu sais pourquoi? C'est pourri parce qu'on n'est pas un compte officiel. Quand on sera un compte officiel avec des millions de personnes qui nous like et qui nous regardent, là, tu auras droit à plus d'une heure. Ah bah je nous le souhaite. C'est pas le cas. Bah, je me souhaite aussi, tu me diras. On parlait de Christelle Dabos, elle est admin de Plume d'Argent. C'est-à-dire admin? Administratrice, je pense qu'elle doit travailler dans le... Plume d'Argent. Je suis choquée. Bah après, c'est une très bonne auteure, donc autrice, enfin je sais pas, comme vous voulez, mais le débat reste ouvert lui aussi. Il y a beaucoup trop de débats en fait dans la langue française. Mais bon. Pourquoi pas après Bon, alors après, on s'était quitté du coup sur la phrase que je ne vous avais pas dite, voilà, de Stéphane Marsan qui fait partie de la direction éditoriale de Bragelonne, qui disait la chose suivante, en fait, que même les éditeurs avaient fait une erreur quand ils ont sorti des premiers livres de fantasy, où ils dénoncent une culture éditoriale de la spécialisation. Et il a dit, je cite, « Je pense qu'on a merdé, moi comme les autres. Pendant très longtemps, j'ai dit, je suis un éditeur de fantasy avec des couvertures fantasy aux rayons fantasy pour des lecteurs de fantasy. Il ne faut pas s'étonner après que ça ne dépasse pas la barrière du genre. » Ce qui n'est pas faux du tout. En effet, je pense qu'il y a eu beaucoup, au début de la fantasy, il y a eu cette espèce d'idée de secteur de niche pour des personnes qui ne vont lire que ça, qui a donné d'ailleurs une image étrange des lecteurs de fantasy eux-mêmes. Puisque souvent, quand on dit un lecteur de fantasy, on se dit ouais, c'est un geek, c'est un nerd, c'est quelqu'un qui passe ses journées devant les jeux vidéo. Enfin, il y a une espèce d'identité qui s'est créée du personnage de lecteur de fantasy. Et qui boit de la bière. Qui boit de la bière avec une grosse barbe bedonnant. Voilà. Donc, je pense que oui, il y a eu cette idée des maisons d'édition de faire un marché de niche pour des lecteurs de niche, en fait, qui a été une très mauvaise idée. Et les couvertures n'ont pas aidé, hein, parce que les premières couvertures en fantasy, enfin, moi, ça m'a toujours rebuté. J'ai jamais aimé. Mais bon, c'est un goût. Donc, c'est pour ça que chez Beta, on essaie de faire des couvertures qui soient plus ouvertes, qui soient moins, on va dire, taguées #fantasy partout. Néanmoins, il y a quand même des codes à respecter, parce que je peux pas non plus mettre un homme torse nu sur la couverture des Trois Gardes. Bah après, pourquoi pas, hein. Moi, je reste ouvert d'esprit, mais peut-être pour une version. J'aurais peur de décevoir. J'aurais peur de décevoir des gens qui disent je vais lire de la romance, tu vois. C'est de la romance un peu particulière, on va dire. Voilà, il y a des scènes de cul, mais il n'y en a pas tant que ça. Non, bah presque pas d'ailleurs. Ah, il y en a une dans le 3. Il y en a une seule. Bref. Une seule. Ouais, j'étais contente. Bref. Bah ouais, c'était obligé. Mais ah bon, ouais faut pas oublier que tout moment de plaisir se paye après. Non, mais arrête, on est pauvre, quoi. Franchement, t'es un monstre. Bah oui, mais bon, ça, c'est de la romance avec des viols. Non, c'est pas de la romance avec des viols. Ça va, il y a de la vraie romance chez Damien aussi. Il sait être tendre. Oui, ça m'arrive. Finalement, rare. Après, il crève comme des rare, merdes. Mais ça arrive. Ouais, et après, ils sont défoncés. Mais pas dans le bon sens du terme. Non. C'est la dark fantasy, quoi. Jusqu'au bout. Voilà.
ça. Donc, je répète un peu les arguments qu'on avait dit de pourquoi est-ce la fantaisie française en France a du mal à se développer. On avait un émiettement du marché éditorial, plein de petites maisons, pas de budget pour les mettre en avant. Une différence fondamentale au niveau de la traduction qui fait que la porosité de la fantaisie française vers le monde anglo-saxon est très compliquée, voire impossible à lire, ou impossible à faire en tout cas. Un manque de considération des médias généralistes qui font très très peu d'articles sur ce genre-là, qui le stigmatisent en gros comme le monde de l'édition a en fait stigmatisé ce genre dès ses débuts. Voilà, donc il y a ça. Mais il y a aussi autre chose, et ça c'est un argument, j'ai eu un peu de mal à le comprendre. Vous allez me donner votre avis, tu vas me donner ton avis d'ailleurs. Un argument qui dit que en fait il faut des auteurs exceptionnels à la fantasy pour que ça fonctionne. Donc, par exemple, qui dit que l'absence d'adaptation télévisée ou cinématographique de romans français de fantasy pèse également dans la balance parce qu'il y a une question de qualité pour ces gens-là, en fait, pour des gens, des journalistes, on dit oui, en fait, la fantasy française ne marche pas avec des auteurs français parce qu'on a très peu d'auteurs de qualité. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est complètement faux. C'est quoi ce discours de merde anti-français là? Non. Bah, je ne sais pas. Par exemple, il disait que pour avoir un succès exceptionnel à la Martine et Robin Hobb, il faut des auteurs exceptionnels et il n'y a pas de solution marketing ou commerciale. On doit se concentrer sur l'auteur et sa personnalité. Tolkien, David Gemmell sont des personnalités à part. Alain Damasio, Stéphane Plateau et Jean-Philippe Jaworski font partie de ces auteurs d'imaginaire qui sortent de l'ordinaire, mais il n'y en a pas 500. Donc je ne sais pas en fait véritablement ce qu'ils entendent par ça. Mais... Bah moi non plus. Après le problème là, c'est qu'ils ne nomment que des auteurs qui sont extrêmement connus, qui sont même les plus connus. Donc, je sais pas, ça me dérange un petit peu. Enfin, j'ai l'impression. Après, c'est le type d'Ombrage Jaune qui a dit ça. Non, c'est Gilles Dumay. Gilles Dumay. Alors attends, je te retrouve qui c'est exactement. Tu peux continuer à parler si tu veux. Je vais faire une petite recherche parce qu'il me semble qu'en fait, hop, c'est un journaliste. Tac, Gilles Dumay. Tac. Est un écrivain de science-fiction et de fantasy, scénariste de bande dessinée et de langue française. Donc, en fait, non, c'est un auteur de fantasy. D'accord. Ah, il doit peut-être être dégoûté de ne pas être connu, du coup. Allez, c'est fini, on en parle. Et en effet, je vois un peu les commentaires qui passent. Pourquoi la fantasy en nécessiterait-elle pour décoller? Je ne sais pas, alors que les autres genres, on leur demande pas foncièrement ça. C'est aussi un point qui m'a paru étrange. Pourquoi est-ce qu'on demanderait à la fantasy d'avoir que des auteurs d'exception pour être connus? Alors, ça découle peut-être de toutes les autres barrières qu'on a eues avant, qui font que si tu n'as pas un auteur exceptionnel humainement parlant ou particulier, tu n'as pas de point d'ancrage marketing assez fort pour pouvoir justifier des ventes. Je sais pas. Ouais, c'est possible. Après, comme dit Maëva, j'imagine que c'est Maëva, on lit moins de fantasy en France, c'est vrai, c'est sûr. Donc, c'est ça en fait qui me dérange un petit peu, c'est que, tu vois, même là, dans ce qu'ils donnent comme auteur, ce ne sont que des auteurs anglais, enfin américains. Ouais. Après, je connais pas, je connais pas Jean-Philippe Jaworski. Il a écrit un livre qui s'appelle Gagner la guerre, qui a beaucoup gagné d'attention et de prix, je crois. D'accord, je connaissais pas celui-là. Mais oui, c'est sûr que il suffit juste de demander. Hein, déjà, citer des noms d'auteurs français, ça va être compliqué. Hein. Ah, c'est clair. Donc, alors, qu'est-ce qu'Anthony dit? Il dit, mais s'il y a peu d'auteurs que ça, ce sont foncièrement des exceptions, non? Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas si peu d'auteurs que ça. Bah ouais. De fantasy, il y en a une infinité qu'on n'imagine même pas. Enfin, dans les maisons d'édition, non, parce que les maisons d'édition éditent très peu de fantasy finalement. Mais pour peu que tu sois curieux et que tu ailles voir ce que peuvent faire des gens comme ça en auto-édition, notamment, ou pas du tout édité, donc via les plateformes d'écriture, donc Wattpad, plume de jeunes auteurs, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un autre truc comme ça. Il y en a, bon, il faut fouiller, mais il y en a qui sont. Bah, je prends l'exemple d'Olivia, par exemple. Olivia, je l'ai découverte sur Wattpad par l'intermédiaire d'une autre copine qui m'a dit faut que tu ailles lire ça. J'ai dit ok, j'y vais, et j'ai adoré. Mais moi, de mon propre chef, elle est tellement noyée dans le surplus d'auteurs qui n'écrivent d'ailleurs pas forcément de la fantasy que c'est difficile de les trouver en fait. Donc, mais il faut juste chercher et tu trouves des auteurs qui sont géniaux et Olivia et voilà, et je te l'ai proposé, t'as adoré et t'as pris quoi. Donc voilà. Ouais.
Je suis d'accord. Mais en fait, c'est vrai, mais cette discussion que tu viens d'avoir sur oui, il faut chercher les auteurs. En fait, je pense que ça vient aussi d'une paresse des lecteurs qui préfèrent prendre un livre anglo-saxon, même médiocre, parce que, je sais pas, il y a une espèce de confiance dans un nom d'auteur anglo-saxon pour de la fantasy, plutôt que d'aller chercher un bon titre français, alors qu'il y en a, bien évidemment qu'il y en a. Bah, c'est surtout que enfin moi par exemple, je sais que quand je vais chercher un bouquin, généralement je vais à la Fnac et tu vas dans le rayon fantasy. Et quand tu regardes tout ce que tu as dans le rayon fantasy, c'est que des auteurs britanniques, pratiquement. Bah oui. À 99%, c'est des auteurs britanniques. Donc forcément, tu es toi-même amené implicitement à choisir un auteur britannique. Tu fais même pas attention au final que ce soit un auteur britannique ou français. Tu t'en fous d'ailleurs parce que tu as juste envie de lire une histoire cool qui va te faire passer un bon moment. Si elle peut s'étaler sur plusieurs tomes, c'est tant mieux. Et voilà. Ouais. Donc, moi, c'est le même problème en librairie d'ailleurs. Moi, je le dis, comme je vous disais, les seuls auteurs de français que je connais, il y a Olivier Gay qui a écrit 4 bouquins de fantasy qui sont très bien. Et derrière, t'as Paul Béarn qui, lui, a été traduit en anglais. Et c'est pour ça qu'il est connu aujourd'hui. Donc, oui, non, mais moi je suis tout à fait d'accord et je pense que dans les librairies c'est exactement le même problème parce que les librairies ils peuvent crouler sous les demandes et ils vont prendre que ceux qui sont sur des coulées, c'est-à-dire les gros titres, les titres anglais, ce genre de choses quoi. Après, il y a peut-être aussi, j'ai vu passer ça, j'ai pas vu où, mais je sais plus. C'est une question de prix aussi parce que pour les gens qui ont un petit budget, ils vont avoir tendance à acheter des livres poche. Et les livres poche de fantasy, c'est les grosses maisons d'édition et Milady qui est comment on dit, une branche secondaire de Brajlon qui ne fait que des poches. Ok? Donc, forcément, si tu as petit budget et disons que tu veux t'acheter un livre pour moins de 10 balles, tu vas aller chez Milady. Et Milady ne font que des auteurs, enfin c'est Brajlon, donc ils ne font à 99% que des auteurs britanniques. Donc forcément, enfin anglo-saxons. Donc forcément, bah... Ouais. Mais même, il y a une différence de prix, même si tu regardes les romans. Moi, j'ai vécu en Angleterre, d'accord? Et donc, j'ai lu des auteurs, j'ai lu en anglais, j'ai lu des auteurs anglais et je suis allée dans les librairies anglaises. Et j'ai été choquée de la différence de prix, en fait, entre un livre français et un livre anglais. En Angleterre, lire un livre qui fait plus de 400 pages, ça coûte pas plus de 9 pounds. 9 pounds, c'est quoi? 9 pounds, c'est 12 €. En grand format. Ouais, alors que chez nous, c'est minimum 16 balles, en fait. Mais en fait, la réflexion, elle est simple. C'est parce que eux, ils impriment. Et là encore, c'est le même système que les pulp magazines. Ils impriment sur du papier qui est de piètre qualité. Ah. Et je l'ai remarqué quand tu touches un livre, une page de livre d'un livre français, c'est du bon papier, c'est de la bonne qualité. Enfin, voilà, tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Un livre anglais, c'est du papier recyclé. Tu sens que c'est vraiment, on s'en fout en fait. L'important, c'est pas le contenant, c'est le contenu. Faudrait que j'aille faire la distinction. Tu vas chez un brocanteur et tu regardes un peu, parce qu'ils ont souvent des bouquins d'origine. Enfin, du moins non, mais tu viendras chez moi, Damien, et il y a ma bibliothèque, il y a presque que des livres en anglais, et tu verras la différence de papier, elle est. Il y a Maëva qui dit exactement, j'ai découvert tardivement que je lisais des auteurs francophones sans le savoir, car je n'imaginais même pas qu'ils pouvaient être français. C'est tellement représentatif de ça, c'est un truc de fou. Ouais. Et jusqu'à 21 €, Anthony, moi j'ai des bouquins qui coûtent 25 €, hein, et c'est chez Brajlon, donc et c'est les grands formats. Hein. Donc faut vraiment que t'aimes pour acheter quoi. Bah, c'est sûr, c'est vraiment pas donné. Mais je pense que la fantasy, elle pâtit aussi de ça, c'est qu'elle est très peu mise en format poche parce qu'il y a beaucoup de pages, du coup, ça coûte cher à imprimer. Oui. Donc, pour un format poche, c'est pas foncièrement intéressant de faire des formats poche fantasy, sauf si, bien sûr, tu es Milady, tu es Brajlon et tu as une force commerciale derrière qui te permet d'écouler ça et de faire des prix bas. Mais pour les petites maisons d'édition, c'est très rare de trouver de la fantaisie en poche parce que c'est une question de rapport qualité-prix, tout simplement, et de création du livre en tant que tel pour le vendre par la suite. C'est sûr que si tu as un poche qui est plus cher qu'un grand format, ça sert à rien, quoi. Est-ce que, je sais pas, ça c'est ton point de vue d'éditrice qui pourrait m'éclairer là-dessus, mais est-ce qu'on peut aussi considérer qu'une maison d'édition va booster son prix de vente, donc l'augmenter, parce qu'elle sait que ça va moins se vendre? Ce serait un mauvais calcul. À mon sens, ce serait un très mauvais calcul. Imaginons, je sais pas, t'es chez, j'en sais rien, Albin Michel. Est-ce qu'Albin Michel serait capable de vendre un livre de fantasy plus cher qu'un livre de romance pour une taille similaire, parce qu'il sait que son livre de fantasy va moins se vendre, pour essayer de rattraper les coûts manquants? Alors peut-être, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les grandes maisons d'édition, ils ont des grilles tarifaires en fait, et que le livre en fait, alors je sais pas si peut-être qu'il y a la grille, elle prend en compte le genre, et elle se dit genre fantasy, tel nombre de pages, telle taille du roman, ça rentre dans telle grille tarifaire. Peut-être, je ne sais pas. Je sais qu'ils marchent par grille tarifaire, certes les grandes maisons, pour avoir fait mon stage chez Gallimard, mais après, est-ce que ce serait un calcul intelligent? Pour moi, au final, non. Parce que ça ferait en sorte de faire moins de ventes, parce que le livre serait d'autant plus cher. Je sais pas.
je verrai pas trop. Je Moi non vois la plus, logique de couvrir les coups. mais je sais pas. Ça, en même temps, les auteurs ont des noms anglophones. Oui, c'est vrai, mais c'est ça le pire, c'est que les gens, même les auteurs français, ont tendance à prendre des noms anglophones parce qu'ils pensent qu'ils vont être plus lus. C'est chaud, hein. Alors, ouais, il y a une question, mais vous ne pouvez pas investir dans le format poche car c'est trop cher pour vous. Non, c'est pas ça l'histoire. Alors, l'histoire, c'est qu'en fait, on peut faire des formats poche. C'est possible avec notre imprimeur. Mais en fait, c'est le même. La question et le fonctionnement du calcul d'un coût du livre est la même. Enfin, est le même, pardon, que pour un grand format. C'est-à-dire que ça va dépendre du nombre de pages. Mais comme tu réduis le format, et ben, que le texte est toujours le même, techniquement, ça fait plus de pages. Donc, le prix, même si ça coûte moins cher d'imprimer un petit format, plus tu vas augmenter le nombre de pages, plus tu vas augmenter les coûts. Donc en soi, si tu fais le calcul, c'est pas foncièrement rentable de faire un poche, puisque le poche sera peut-être soit au même prix que le grand format, soit limite plus cher en fait. Mais alors, comment ça se fait que dans C'est les ça maisons le souci. d'édition, les formats poche sont toujours moins chers? Parce qu'ils font ça en fait, nous le problème qu'on a, c'est qu'on fait de l'impression à la demande. Ah, C'est ça aussi le problème. Alors que oui. quand tu imprimes en gros, bah foncièrement tu équilibres en fait ce problème-là. Mais même, il me semble Tu que résous. tu m'avais dit ça à Bruxelles quand on avait fait la foire au livre. Tu me disais que ton Très bien éditeur, d'ailleurs. ouais, mieux que celui de Paris. Ouais, franchement, Bref, bien mieux. N'hésitez pas. il me semble que tu m'avais dit que ton imprimeur, d'ailleurs, était pas L'imprimeur, hyper ouais. chaud. En tout cas, si le livre était trop gros, il refuserait de te l'imprimer. Oui, et en effet, ils refusent d'imprimer les livres qui font plus de 600 pages. Donc ça veut dire qu'il faut que je me limite. Voilà. Mais je suis là pour ça, Damien, ne t'en fais pas. Non, mais Alors, il y a Olivia qui dit, il y a peut-être le prix psychologique de la fantaisie et de la romance, peut-être que les lecteurs de romance sont moins enclins à payer cher un roman qu'un lecteur de fantaisie. Peut-être aussi, ça peut peut-être jouer. Déjà, un livre de romance qui fait 600 pages ou 450 pages ou autre, c'est quand même super rare, hein. ah oui, c'est presque, j'en ai jamais vu moi, hein. Franchement, je crois que le dernier truc de Voilà, romance donc qui était plutôt gros, c'était les 50 nuances de Grey là, qui était un petit peu gros parce que. Mais après, ça dépend aussi de la police, de la taille que tu mets entre les lignes, mais ça oui, dépend de plein de choses. Donc c'est pas forcément, je sais pas. c'est pas forcément révélateur. C'est bizarre, Mais mais c'est comme ça. après, les lecteurs et les lectrices de romance, ils ont beaucoup plus de possibilités d'achat en fait. Enfin, il y a énormément plus de romans de romance que de Oui. fantasy. Donc nous, on est presque limité par nos choix finalement. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la romance, c'est presque un genre aujourd'hui qu'on mettrait dans la littérature blanche. Donc c'est beaucoup Oui. plus accessible pour un plus grand nombre. Et il n'y a pas cette espèce de comment ça s'appelle de stigmatisation du lecteur de romance. Non, tout le monde peut lire de la romance. Bon, c'est souvent une femme, c'est clair. Mais tout le monde peut lire de la romance, alors que de la fantasy, ça renvoie une certaine image de lecteur qui, à cause de cette espèce d'effet de spécialisation qu'ont voulu créer les éditeurs, qui fait que je pense ça freine quand même pas mal le développement de ce genre en fait, en France en tout cas. Après, il y a la romance, il y a plusieurs genres et sous-genres. Donc ce que tu appellerais de la romance de la romance blanche, on va dire, de la littérature romance blanche, c'est quand même de la littérature pas vraiment érotique, plus On est plus dans la séduction qu'autre chose. ouais, disons que Ginette, elle va pas se faire exploser dès les 3 premières pages, quoi. Non, très clairement. Donc Pauvre voilà. Ginette. Mais je sais pas, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit, mais c'est parce que j'imagine bien la petite quarantaine, la petite cinquantenaire qui s'appelle Ginette et qui lit de la romance. En fait, c'est pour ça, tu vois. Super. On va faire un persona pour les lecteurs de romance, c'est Ginette 40 ans qui se fait pas exploser dans les 3 premières pages. Nickel. Maëva qui dit il y a des tailles intermédiaires aussi non plus haut que le poche mais plus petit que les immenses. Bah en fait c'est ce qu'on fait nous. Ouais. Tout à fait. C'est à peu près du 13,5 sur du 21,5. Oui, c'est nous ce qu'on fait c'est toujours 13,5 sur 21,5. Donc on est plus petit qu'un grand format, mais on est plus grand qu'un poche. Ouais, c'est ça, c'est l'intermédiaire. Ouais. Mais bon, encore comme toujours, ça dépend. Ça dépend de la taille de la police, l'interligne, l'alinéa, ça dépend de plein de choses en fait. Et pour peu que tu veuilles rajouter d'un fantasy, des cartes, des trucs comme ça. Voilà. Mais après, il y a des genres, il y a des romans qui volontairement veulent faire beaucoup de pages, alors que le texte en soi ne requiert pas autant de pages. Par exemple, ça m'a toujours choqué, les 50 nuances de Grey, c'est écrit en énorme, en grand format. Les gars, il n'y a pas besoin d'autant de pages du tout, hein. Absolument pas. Je veux dire, tu peux mettre ça, si tu mets ça en police 11 ou 12, t'enlèves les interlignes, t'enlèves les marches qui font ça du livre.
Le roman, il fait 100 pages, hein, tout l'été. Hein. J'allais dire un truc horrible, mais je vais pas le dire. C'est-à-dire? Parce que le lectorat de 50 nuances de gris a peut-être des problèmes de vue, donc du coup, il faut augmenter la taille de la police, je sais pas. Ça doit être ça, ouais. Et en effet, oui, Olivia et Anthony ont raison, c'est toujours une question de taille, hein, désolé, hein, mais ça, on en revient qu'à ça. Hein. Oui. Voilà. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais après, de... c'est normal de pas écrire trop petit non plus, parce que moi, par exemple, je suis le premier à avoir des soucis de vue. Il y a des romans, je sais que c'est écrit trop petit pour moi. Je suis limite obligé de plisser les yeux pour bien réussir à lire correctement, quoi. Donc, Et 600 pages en ayant les yeux plissés, je peux dire que c'est du sport. Et même, là, j'ai noté ça d'ailleurs par rapport à... Là, je suis en train de lire l'édition j'ai lu de Game of Thrones, mais c'est hyper mal fait au niveau de la marge qui est à droite. C'est hyper rapproché du pli. C'est hyper rapproché du pli et du coup, t'es limite. Moi, j'aime bien lire avec une seule main, donc généralement le livre je le tiens comme ça. Là, non, t'es obligé de l'écarter. Non, lis pas. Non, ça fait pas partie de ce genre de livre. Non, mais non. Celui-là. Je lis pas ce genre de truc en plus. Mais non, mais t'es limite vraiment obligé d'écarter ton livre à fond pour pouvoir lire les derniers mots qui sont tout à droite. Non, sinon tu fais 100, tu fais de deviner. Bah franchement, limite c'est plus agréable de le lire sur de la tablette ou ta liseuse que le livre en lui-même, ce qui est vraiment dommage d'ailleurs. Bah ce qui est dommage, ouais. Donc plisser les yeux et acheter une crème anti-rides derrière, il vaut mieux acheter un grand bouquin coûte totalement moins cher. C'est pas fou. Voilà, si vous hésitiez encore, les gens, Anthony vient de trouver la solution économique à la chose. Achetez des livres grand format parce que ça coûte moins cher au final. Tu découpes le livre avec un sabre avant de le commencer, c'est la règle. Bah limite, ouais, tu te ferais mieux de découper ton livre et lire au fur et à mesure comme ça, tu sais. En parlant de ça, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une fille, elle a fait des vidéos où en fait elle découpait des gros pavés de 600 pages, elle les coupait en deux et elle en faisait 2 petits romans. Non, j'ai pas vu ça. Et il y a plein de gens qui ont dit putain mais c'est une trop bonne idée, ils devraient arrêter de sortir des gros pavés comme ça et plutôt les sortir en petits tomes. Alors je sais pas ce que vous en pensez du coup, est-ce que vous préférez lire des gros pavés ou préférez plutôt lire plusieurs petits romans? Bah, après le truc c'est que si tu veux couper un gros roman, tu es obligé de faire plusieurs tomes, donc tu es obligé d'augmenter ton coût d'achat et enfin est-ce que le lecteur sera chaud d'acheter plusieurs livres parce que c'est un peu plus agréable à lire que un seul livre et il a tout quoi. Bah, en soi, ça peut être une bonne idée. Par exemple, je suis en train de me dire, si on prend les 3 gardes, d'accord? Les 3 gardes qui font à peu près 400 pages en grand format, tu peux dire, si je le sors en poche, si j'arrive à réduire les prix drastiquement, pourquoi est-ce que tu ferais pas, par exemple, 3 formats poche pour un seul tome en grand format, quitte à les vendre beaucoup moins cher, pour une plus large diffusion? Ouais, c'est pas faux. Ça peut être une idée. Moi, après, en tout cas, je parle pour les petites maisons, mais... Moi, je préfère les gros pavés. Mais je suis plus à l'aise. Après, j'ai plus tendance à acheter des formats poche parce que par souci de pécule. Économique. Mais ça me dérange pas d'acheter de temps en temps des gros pavés qui font 400-500 pages, mais ou même si c'est écrit un peu petit dedans, mais au moins t'es bien quoi. Alors, une petite question, est-ce qu'après on perdrait pas le lecteur dans le suivi? Ça dépend. Par exemple, moi je vois les Game of Thrones. Bon, c'est vrai que les Game of Thrones, ils ont vachement exagéré. Enfin, il y a énormément de petits tomes en format poche, c'est impressionnant. De sortir 3 livres, tu en sors 9. Oui, après, si c'est bien... Je sais pas, je pense que c'est une question de communication. Bah, pour le coup, Game of Thrones, je préférais largement, mais bon, on m'a offert les intégrales, donc j'ai les intégrales, mais j'aurais préféré largement acheter moi-même les petits formats, les formats poche qui sont sortis là dernièrement chez... Ouais, moi je suis plus d'accord avec toi sur Game of Thrones, par exemple. Je préférais avoir mon petit tome comme ça. En plus, c'est beaucoup plus facile de le transporter. Donc, que moi, quand je vais à la fac et que j'emmène mon bouquin, j'ai pas forcément envie d'emporter mon gros bouquin de 600 pages sous le bras, quoi. Ouais. Après, en effet, comme dit Olivia, il y a aussi une question de découpe. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu peux pas découper un roman dans lequel il se passe que dalle, c'est sûr que tout d'un coup, ça te fait un passage où t'as 2 tomes où il se passe rien, quoi. Après, c'est une question de découpe, quoi. Faut bien le faire, mais faut savoir le faire. Mais après je trouve ça un petit peu un peu naze de faire ça, de couper un bouquin en 2 juste parce que on veut faire 2 livres et pas un, quoi. Bah après ça peut être aussi dans une stratégie de se dire les coûts seront beaucoup moins chers, ce sera un nouveau format et il y aura toujours les livres en grand format pour ceux qui veulent. Si c'est une solution, je veux dire si c'est pas la première solution éditoriale, ça peut être intéressant, je pense, pour toucher un public peut-être plus large qui a peut-être pas forcément le budget d'acheter des bouquins à 16 ou 17 euros. Ah oui, bah après tout est question de budget, quoi.
C'est sûr. En plus, Mais après, ça peut... les bouquins ont tendance à coûter de plus en plus cher. Donc, voilà. Mais peut-être que là, je viens d'avoir une idée pour faire des formats poche pour la fantasy. c'est vrai. Cool. Ah, t'as vu ça? C'est comme quoi, hein, faut parler pour arriver à quelque chose. Ah, mais écoute. Mais du coup, je poserai la question quand même en story aux gens sur Beta, à savoir si ce serait un système intéressant pour vous, plutôt que de dépenser, je sais pas, 17 € dans un gros roman. Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'avoir des petits poches à un prix réduit qui pourraient être intéressants? Après, moi, j'ai plus tendance désormais à acheter des intégrales, parce que je déteste attendre. Donc, je préfère attendre que la trilogie. Généralement, c'est des trilogies qui sortent en fantasy maintenant. Ça va plus Ouais. vers la trilogie. Et Brajlon le fait bien, ça. C'est-à-dire qu'ils te sortent les 3 bouquins en format individuel, donc un tome. Mhm. Ils te le sortent en format poche, ok. Et après, ils vont te sortir l'intégrale en grand format et qui coûte 25 balles et qui te coûte en fait 3 fois moins cher que d'acheter les 3 tomes grand format de base. Moi, je trouve ça Ouais. plus Après, intéressant. Après, ça te c'est fait un bouquin de intéressant. 1000 Après, pages. Hein. On est d'accord? C'est un gros bouquin de 1200 pages. Mais là, il faut que j'appelle mon imprimeur. ce live, c'est une pub de Brajlon. Non, mais c'est même pas ça. C'est Non. juste que Brajlon, c'est l'éditeur par excellence de fantasy en France. Donc, t'es un peu obligé de le prendre comme référence, quoi. Voilà, il y a un peu que qui le font. Un petit peu, Il y en a d'autres, beaucoup. mais après, voilà. Bah, Ils ont un beau stand au Salon du Livre. ah bah ça c'est sûr. Ouais. Mais de toute façon, même les grosses maisons d'édition, Hachette et tout ça, c'est des auteurs. Enfin, je sais pas, Hachette. Je lis pas de Hachette, c'est Gallimard qui a fait les Harry Potter. Oui. Gallimard, ils ont fait les Harry Potter. Ils ont voilà. Albin Michel, ils ont édité tous les Rick Jordan, donc tous les Percy Jackson, etc. Ça aussi c'est pas mal connu. Après, Michel Lafon fait pas mal de fantasy. Ils ont édité tous les Anne Robillard, donc les Chevaliers d'Émeraude, tout ça. Ouais, mais voilà, c'est des grandes maisons qui préfèrent acheter des titres sûrs plutôt que de se taper la tête contre les murs à chercher des petits auteurs. Édition, c'était Tara Duncan. Enfin, c'est pas anodin. Hein. Ils achètent parce qu'ils savent que ça va se vendre. Ils sont pas fous. Hein. Bah ouais. Technique marketing oblige. Hein. Voilà, faut bien sûr. Mais voilà, donc non, mais je pense qu'en fait, il y a tout type de lecteurs et je pense que c'est bien aussi pour une maison d'envisager différents types de lecteurs en fonction des différents genres. Donc, le poche peut être un moyen intéressant pour ceux qui n'ont pas foncièrement. Alors, peut-être que le poche, c'est même moins une question de budget qu'une question de qualité de lecture, qui aime bien avoir un petit livre, le terminer vite pour enchaîner, plutôt qu'un gros pavé dans lequel t'as pas l'impression d'avancer. Je sais pas, à voir. De toute façon, il y a tout. Je pense que le format poche, il y a 2 facteurs qui jouent quand tu achètes un format poche. C'est le prix, c'est le premier. Et le deuxième, c'est la facilité pour le transport. Parce que je sais que moi, comme je suis rarement chez moi, je suis toujours à la fac ou au laboratoire de recherche ou des trucs comme ça, bah, je préfère avoir un format poche dans mon sac plutôt que mon gros format qui m'empêchera d'amener mes bouquins pour bosser, quoi. Ouais, surtout t'as peut-être pas. Enfin, je sais, moi, j'aime pas abîmer les grands formats. Je préfère abîmer des poches que d'abîmer des grands formats. Vu le prix que tu le payes, oui, ton grand format, t'essayes d'en prendre soin, quoi. Voilà, donc bon. Mais donc plutôt, ouais, donc je suis en train de réfléchir, pourquoi pas faire des versions poche avec plus de tomes, à voir. Je vais penser à la chose. Je pense à la chose. Bon, bah voilà, je pense qu'on a un peu, ouais. Comme je te disais, c'est en fonction du découpage. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre de couper un tome qui est prévu comme ça. Et, enfin, je sais pas. Faut voir après, pourquoi pas, hein, why not, mais, moi, ce serait pratique parce qu'à chaque fois, il y a prologue, 12 chapitres, épilogue, où tu coupes au 6e et puis c'est bon, t'en parles plus, mais. Voilà, tu vois. Voilà. Après, on va voir. C'est des études, on va essayer, on peut faire un test, peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça va pas fonctionner, on verra. Voilà. C'est plus une maison de traduction qu'une maison d'édition, du coup. Ah, mais franchement, ouais, grave. Mais il y en a plein comme ça, plein. Dès que c'est de la fantaisie, en tout cas, c'est plus de la traduction que de l'édition. Voilà. Mais même Brajlon, d'ailleurs, ils sont connus pour très mal payer leurs traducteurs. Voilà. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec leurs traducteurs. Pour les avoir pas payés, pour leur mettre des délais absolument impossibles à respecter pour que le livre sorte le plus rapidement possible, etc. Donc ils ont eu pas mal de soucis de ce côté. Bah, les travers des maisons d'édition entre ceux qui payent pas leurs auteurs et ceux qui payent pas leurs traducteurs. Oh putain, mais y a rien qui va, c'est pas possible. Bah, ça, en fait, les maisons d'édition, elles courant, deviennent énormes parce qu'elles payent pas. Elles payent personne. C'est pour ça qu'elles sont de la thune. On est dit. Bah ouais, bien sûr. Il n'y a que les employés dans les maisons d'édition qui se font de l'argent parce qu'ils sont salariés et qui sont sûrs d'être payés. Non, après, il y a les comptes d'édition, des comptes d'édition à compte auteur aussi qui se font pas mal d'argent sur le dos des auteurs. Détail, franchement, je vois pas de quoi tu parles. Oh putain. Tout mon amour. Tu chipotes. My love, allez. Un format poche avec 700 pages, c'est très bien, non.
Oui, mais c'est rare quand même d'en trouver. J'en ai quelques-uns, mais c'est rare. C'est rare. Mais après, c'est aussi des coûts. En fait, il y a aussi toute la question du coût, en fait. Donc, c'est particulier. C'est particulier. Je pense qu'on a un peu tout traité sur ce sujet. Donc, je vais faire une conclusion rapide sur ça. Après, si vous avez des questions, on pourra répondre à toutes les questions. Il n'y a aucun problème. Mais je vais faire une conclusion rapide sur la fantasy dans le monde de l'édition de manière générale. Donc, même si elle plonge ses racines, comme on l'a vu dans le premier épisode de cette série sur la fantasy, dans la mythologie, les textes antiques, les contes, le roman médiéval et le roman d'aventure, on considère que la fantasy est née comme genre en Grande-Bretagne, à l'époque victorienne, comme on l'a dit au début de ce live, en étroite relation au départ avec l'enfance. La fantasy est constituée comme un genre autonome, avec le succès public de l'édition américaine du Seigneur des Anneaux, 1960. D'ailleurs, faut savoir, Voilà. petite anecdote comme ça, mais Ouais. faut savoir que le Seigneur des Anneaux a été connu parce que c'est les étudiants américains qui le lisaient sur les campus. Tout à fait, ouais. C'est passé par les étudiants. Ouais, c'est les jeunes qui ont mis. Bravo les jeunes. Au lieu d'étudier, ils lisaient, c'est bien. Bah écoute. Voilà. La fantaisie littéraire s'est alors rapidement diversifiée et ramifiée en diverses branches. Certains proches d'autres littératures et de l'imaginaire, comme la science-fiction, le fantastique, ou du roman d'aventure ou du roman historique. Pour ça, on parle de l'urban fantasy. Le roman fantasy, historique. enfin, voilà. C'est prévu. Voilà. Et, il y a aussi tout un. Quand j'ai fait des recherches, j'ai eu genre ça de notes sur la fantaisie et l'histoire. Je me dis, on peut y aller. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Olivia, c'est que tous les auteurs de fantasy, même en dépit d'eux-mêmes, prennent source dans l'histoire. Donc, voilà. Mais on pourrait aussi faire un sujet là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Oui. Et il y a pas mal d'auteurs qui sont pas d'accord avec toi en plus. Bah, y a pas de souci, je suis là pour ça. À voir, à voir. Il y a pas de souci. On n'a pas parlé des contes oraux faits pour effrayer les enfants qui entraient dans le fantastique aussi, non? Les contes oraux, c'était plus dans le premier live sur les origines. Je pense que ça a été une influence ou en tout cas une source d'inspiration pour la fantasy comme on la connaît aujourd'hui, ou en tout cas qui a été définie en 1949. Je pense que c'est plus ça. Oui, bah, c'est le folklore local ou régional, ça. Mais moi, je rentre ça un petit peu dans. Alors, c'est totalement capillotracté de faire ça, mais je le rentre un peu dans la mythologie, donc au final. Ouais, on va dire que ça part dans les croyances. On va dire dans les croyances de manière générale. Donc ça rentre dans le cadre croyances, mythologie, etc. Donc après, voilà. Voilà. Donc à tous ces genres elle ajoute la fantaisie un ingrédient majeur qui est la magie, comme on l'a dit. Donc la résurgence moderne du merveilleux qui repose sur la suspension de l'incrédulité, ce qu'en anglais on appelle suspension of disbelief. Je le casse parce que j'en ai bavé pendant toute ma prépa, spécialisation anglais. Bonjour. Voilà. En France, le genre s'est implanté plus tardivement que dans les pays anglo-saxons, comme on l'a vu, à peu près 50 ans de retard, à partir des années 1980. C'est ouf de se dire ça quand même, non ? Bah ouais, mais c'est parce qu'on est un peu lent, hein, que tu veux. On a 50 ans de retard là-dessus quand même. C'est ouf. Ouais, mais je pense que tu vois, c'est même pas une question d'histoire ou d'attrait pour le genre. Je pense que c'est vraiment la manière dont le genre a été diffusé dans les pays anglo-saxons avec les magazines qui coûtaient pas cher, ce genre de choses qui étaient de la consommation vraiment rapide, pas cher et qui permettait de s'évader. Donc je pense que ça a pas mal joué. Pour étudier cette question, il faudrait également se tourner vers la BD. Tout à fait. Voir si la BD fantasy est arrivée plus tôt et a eu plus de succès que le roman lui-même. Alors, je peux te le dire. Attends, t'es prêt ou pas? Vas-y. Parce que j'ai aussi une note sur la bande dessinée. Non, parce que j'ai travaillé aussi sur la bande dessinée cette année et du coup, ça m'intéresse. Eh ben, la bande dessinée, la fantasy est présente dès les premiers chefs-d'œuvre du 9e art, c'est-à-dire Little Nemo in Slumberland en 1905 jusqu'à 1913 de Winsor McCay, qui montre un petit garçon voyageant dans les pays des rêves, encore les rêves. C'est toujours les rêves. Où il rencontre Voilà. Mais c'est parce que je pense que ça vient de là. Ils sont tous partis dans la fantasy du monde des rêves que tout le monde connaît pour approcher un imaginaire qui soit accessible, pour ensuite après passer à une fantasy plus moderne, comme celle qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas cette fantasy-là. Donc, je pense que c'est ça. Anthony, il a pris ses origines là-dedans. Enfin, Anthony, il va finir en 3 gardes au bout de 5 ans, t'inquiète. En 1937, on a Prince Vaillant qui présente une longue épopée dans un cadre inspiré de la légende arthurienne. Oui, ça, bien Prince évidemment, Vaillant. Ils en ont fait un dessin animé, il me semble d'ailleurs. Voilà. Quand j'étais gamin. Plus tard en France, certaines séries parues dans Spirou
relèvent de la fantasy pour la jeunesse. Par exemple, L'épervier bleu, Ultrasan le Viking ou encore Johan et Pierre Louis de Peyo, lancé en 1954, qui se déroule dans un Moyen-Âge de fantasy, où les fameux Schtroumpfs font leur première apparition. Oui, bah oui, les Schtroumpfs, ouais. Ouais. Voilà. Après, Ouais, on a ouais. du Torgal en 77, etc. Donc, et puis après, dans la BD un peu plus moderne, on a par exemple pour l'Heroic Fantasy, entre 94 et 2000, on a L'Enfeuse de Troie. Tiling, voilà, que je connais très bien. Et qui a aussi rencontré un énorme succès. Donc je pense qu'en fait, oui, la BD a, en fait, la naissance de la, je pense que ça a commencé avec les magazines de pulp, qui a été rejoint très très vite par la bande dessinée, puisque c'était un médium qui était aussi facile à imprimer à l'époque, qui coûtait pas cher, moins cher qu'aujourd'hui, puisque de moins bonne qualité. Et donc ça a vraiment permis à la fantasy de se diffuser beaucoup plus largement en fait. Bah Mais outre, oui, vas-y. Non, j'ai fini ta phrase, excuse-moi. Non, je disais qu'après, outre la bande dessinée, il y a aussi tout ce qui est musique. On croirait pas comme ça, mais la musique Oui. a largement aidé au succès de la littérature fantasy, Non, de la mais fantasy je pensais surtout, en fait, au niveau de la fantasy, aux comics américains, Marvel, DC Comics et tout ça, en fait. Ça a directement voyagé jusqu'en France et ça a eu du succès, quoi. Un succès fou. Même si on a plus été tendance à lire Astérix Obélix que Superman et Captain America, mais ouais, non, je suis d'accord. Après, il y a aussi. Pour moi, c'est de la oui, fantasy. Là, on est d'accord que le prochain épisode qu'on fait, c'est sur les adaptations, parce que là, on part sur l'adaptation. Oui, non, mais c'est les différents médias de la introduire fantasy. un petit peu le sujet de la semaine prochaine, c'est pour ça. Voilà, après on peut aussi parler du cinéma, mais sans parler des gros blockbusters. Il y a Disney de base, en fait, qui a développé la fantasy. Marvel, non, c'est pas que du fantastique. Hein. Ça frôle entre la fantasy, la science-fiction. C'est beaucoup de choses, Marvel, en fait. Ouais. T'as de la magie, t'as de la science. Ouais, par exemple, on va dire que Iron Man, c'est plus de la science-fiction, alors que Doctor Strange, c'est plus de la fantasy. Oui, on peut le voir comme ça, ouais. Rapidement, si on fait un. Après, vu que ces univers-là se rassemblent tous sur la coupelle de Marvel, au final, c'est un espèce de gros univers en lui-même. C'est un peu tous les genres, j'ai l'impression. Voilà. Donc après, si on part sur les différents médias, il y a le cinéma avec Disney qui a fait une adaptation des Contes de Fées, mais du Magicien d'Oz aussi. Tout à fait. Ça, c'est dans les années 1939. Après, les vrais films catégorisés fantasy, parce que la définition, c'est 1949, véritablement du genre. C'est par exemple Conan le Barbare, Dark Crystals, qui est une série aujourd'hui, ou Willow de Ron Howard. Voilà. Après, il y a aussi Les Anneaux, Peter Jackson, tout ça. Et il y a aussi les jeux, avec les jeux de société et les jeux vidéo. Mais bien évidemment, les jeux de société avant les jeux vidéo, foncièrement. Oui, de toute façon, ça, on en discutera la semaine prochaine. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres médias qui ont participé au développement de la fantasy, autres que l'édition. Je réponds juste aux commentaires. Oui, pour moi, les super-héros, c'est de la fantasy populaire. Je vois, je dirais que comme les super-héros sont acceptés par la pop, c'est de la fantasy, oui. Et pas du fantastique, non, c'est pas vu comme mystérieux. Les super-héros chez Marvel ou DC, ça frôle quand même avec la fantasy. Enfin bref, peu importe. Mais... Voilà, donc si on reprend, en France, le genre il s'est implanté plus tardivement que dans les pays anglo-saxons, puisqu'on a 50 ans de retard toujours, on est très, très en avance sur notre temps, dans les années 1980 pour la France, et après les premières traductions de l'anglais dans les années 70, l'engouement de la jeunesse dans les années 80 pour les jeux de rôle, puis les jeux vidéo qui exploitent le caractère visuel et ludique du genre, parce que c'est un genre qui a beaucoup d'aspects, qui a un énorme aspect ludique et visuel. On n'en a pas encore trop parlé, on en parlera vraiment avec les autres médias. C'est les jeux vidéo, surtout quand on voit les premiers, enfin peut-être pas les premiers jeux vidéo, mais très très rapidement on est parti sur un jeu interactif où généralement tu joues un héros en fait qui part dans une quête de fantasy. Je ferai un petit topo là-dessus la semaine prochaine. Je connais pas mal de sujets, je me suis intéressé là-dessus. Mais même avant le jeu vidéo, en fait, c'est le jeu de rôle. Oui, Donjons et Dragons. C'est que de la fantasy, quoi. Donjons et Dragons à fond. Mais même, par exemple, tu prends les Warhammer, tu prends tout ça, c'est vraiment que des univers fantasy. Oh là là, toute mon enfance. Donc... ouais. Entre ça, les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Plus tard. On y était. Et là, t'imagines qu'il y a des gens qui nous regardent, ils se disent, mais de quoi ils parlent? Bim! Allez, bonne nuit.
Voilà, donc on va dire que la fantasy a vraiment ce caractère ludique qui plaît beaucoup et qui a permis ce développement dans d'autres médias et qui crée du coup son succès et son développement. Pourtant, en France, la fantasy française reste mal aimée, hein, on peut toujours conclure là-dessus parce que c'est un fait, et c'est pour plusieurs raisons, puisqu'on on les rappelle rapidement: manque de budget, manque de considération, des traductions difficiles à faire, un émiettement du marché éditorial et la question de la qualité des écrits qui reste soi-disant prépondérante pour le succès de la fantasy, en tout cas pour les personnes qui ont analysé la situation. Je suis pas tout à fait d'accord sur ce dernier point, comme on l'a vu, mais bon. Sur ce dernier point, et je pense qu'on conclura là-dessus, mais je pense que comme les maisons d'édition ont peur de ne pas vendre leurs textes de fantasy, ils vont essayer avant tout de chercher la qualité de plume. Ouais, mais bon. Mais le problème, c'est que la qualité de plume, c'est subjectif. Tu peux adorer le style de quelqu'un et détester le style d'un autre, alors que chez quelqu'un, ça va être l'inverse, quoi. Voilà. Moi, tu m'aurais mis la première trad de Tolkien dans les mains, j'aurais jamais dit que ça aurait été un succès. Ah bah non, c'est sûr. Voilà, donc non, mais c'est vrai que c'est un point important quand même, parce que je pense que cette qualité de plume que les gens recherchent, il faut, en fait, je pense qu'il faut passer au-dessus de ça pour aller à autre chose. Maintenant, que fait Beta pour contrer toutes ces difficultés? On en chie, on réfléchit et voilà. Non, je pense que dans les difficultés pour faire connaître la fantasy, bien évidemment, il y a la qualité de la plume, mais ça, c'est comment dire, moi, quand j'ai sélectionné Damien ou quand on a sélectionné Olivia, c'était des qualités de plume parce que véritablement, moi, j'aimais personnellement le style, j'aimais l'univers, j'aimais plein de choses, et à chaque fois, j'y suis trouvé une dose d'originalité qui faisait que je savais que en pariant sur ces auteurs-là, en les faisant découvrir, il y aurait quelque chose en plus, en fait, que les gens n'auraient peut-être pas trouvé ailleurs. Ouais. Donc, en plus de cette plume, en plus de la plume, je pense qu'il y a aussi l'originalité qu'il faut trouver pour sortir du lot. Donc, je pense que ça, c'est un moyen qu'on a trouvé, nous. En tout cas, après, c'est un goût particulier, c'est un goût personnel, toujours. On est toujours dans du goût personnel. Bah, c'est de toute façon, plus Beta Publisher fonctionne sur le coup de cœur, donc... Voilà, donc on n'avait pas publié de fantasy avant parce qu'on n'avait pas reçu de livre de fantasy qui était bien. On n'avait pas renouvelé quelqu'un en fantasy avant Olivia parce qu'on n'avait pas trouvé quelque chose qui nous plaisait. Voilà, il y a ce point-là. Après, on peut dire aussi que pour le manque de budget, ça c'est un manque de budget, c'est un problème qu'on a toujours. Hein, ça, je peux pas dire qu'on l'a contré. Néanmoins, on a trouvé d'autres manières de faire connaître nos auteurs, déjà par les lives, mais aussi de faire connaître leurs romans par les réseaux sociaux, ce genre de choses. Il y a plein de choses. Il y a toujours l'action qu'on mène d'ailleurs avec Médecins sans frontières. Si ça vous dit de découvrir de la fantasy pour pas cher, pour 3,99 €, la moitié est reversée à Médecins sans frontières, la moitié de notre part. Hein. Enfin, la part de la maison d'édition, la part de l'auteur reste entière. Bon, ça me dérangerait pas de donner ma part à Médecins sans frontières. Mais... Je sais, mais comme la maison n'a pas foncièrement voulu attendre d'avoir l'accord de tout le monde. Mais après, comme il restera également le cross-média, mais ça, on en parlera dans l'épisode 4. Voilà, il y a le cross-média aussi qu'on a déjà un peu mis en place avec certains de nos romans, avec certains partenariats, la Beta Good Jam, tout ça. Donc, je pense qu'on fait pas mal de choses pour essayer de remédier à ces problèmes qui sont des problèmes inhérents à la fantasy, aussi les couvertures. Voilà, les couvertures aussi qu'on essaie de faire plus. Alors, je vais pas dire mainstream parce que c'est pas le bon mot, parce que le mainstream j'aime pas foncièrement, mais je pense que dans les couvertures, il faut pas non plus faire des couvertures qui sont trop connotées fantasy. C'est un équilibre. Il faut pas, mais il faut essayer quand même parce que quand le gars voit la couverture, il faut se dire ok, c'est de la fantasy quoi. Voilà, il faut que le lecteur sache où il va aussi, quand même, pour pas vendre tout et n'importe quoi à tout et n'importe qui. Moi, je sais que mes couvertures, je les adore, elles sont top. En tout cas, la toute première version que tu m'avais faite des Trois Gardes, j'avais pas aimé. Mais la deuxième elle est parfaite, il y a pas de souci. Et de toute façon, j'aime bien le style, donc on va rester là-dessus. Mais non, après, pour les autres, on a déjà un peu déterminé les codes. Oui. Après, ça va évoluer, mais on verra. J'ai hâte de voir ce que tu feras pour les Carmidor et aussi pour Chaos plus tard. Moi aussi. Hein. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais ouais, très bien. On va y arriver. Oui, ça va arriver plus vite que je ne le pense. Déjà, il y a le tome 3 déjà des Trois Gardes à faire pour juin. Donc, ouais, y a ça aussi, en fait, t'as reçu mon truc, c'est bon? Le chapitre? Il est corrigé, il est fini normalement. Ah, ok. J'ai mis le OK. Super. Alors, normalement, on est bon. Les 5 pages sont devenues un paragraphe. Yes, ça j'aime. Ça je valide.
Donc voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui fait que la fantasy, enfin en tout cas le développement de la fantasy dans le monde de l'édition, en tant que genre, dans les pays anglo-saxons, puis après en France, les difficultés du genre, etc., etc. Merci, Olivia. Si vous avez loupé, voilà, si vous avez loupé le live, n'hésitez Damien, pas, c'est il est pareil. en story pendant 24 heures. Voilà, il est en story pendant 24 heures. Il y en a deux. Il y a celui qu'on a fait avant pendant 1 heure, en moitié avec Olivia qui nous avait rejoint. Et puis après Damien qui a pris la place d'Olivia pour discuter de tout ça. Ce sera le deuxième épisode du coup de la série Fantasy sera disponible sur la chaîne YouTube de la maison. Donc n'oubliez pas d'aller voir le premier épisode si vous ne l'avez pas vu et de tous les voir au pire si vous n'avez vu aucun. Qui sait, peut-être que ça vous donnera envie de lire de la fantasy. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 15h, même heure, même endroit, même personne, pour discuter, même endroit parce que confinement oblige, pour discuter c'est quoi, on avait dit que c'était quoi du coup? On a dit que c'est la fantasy dans les médias de manière Oui, globale. On avait dit que c'est quoi? l'adaptation, jeux vidéo, séries, manga, etc. Ok, donc je pense qu'on fera ça en 2 parties. On fera déjà la fantasy, pardon, la fantasy dans les médias, c'est-à-dire autre que dans les livres. Aborder ça rapidement et après faire la traduction de la fantasy édition dans les autres médias, comme ça en adaptation. Comme ça, on aura tout couvert. Pas de souci. Voilà, nickel. Et ben, merci beaucoup. Si vous avez des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser pendant ce live, n'hésitez pas à les poser sur le compte de Beta ou sur le compte de Damien ou sur le compte d'Olivia. Aucun problème. Et après, on se retrouve samedi prochain pour cette série fantasy avec toujours les mêmes. Et sinon, est-ce que j'ai quelque chose à annoncer pour Beta? Je me souviens plus. Je réfléchis. Hein. Si tu veux dire un petit mot de conclusion, n'hésite pas, je réfléchis en attendant. Vas-y, réfléchis. Non, juste merci à tout le monde déjà de nous avoir suivis. Et puis à la semaine prochaine. Hein. On continue. Voilà. Toujours au rapport. Bon, je me souviens plus. Je me souviens plus ce que je voulais dire. Peut-être la sortie de. Ouais, je ferai un post, mais juste pour annoncer que, en effet, la sortie du tome 3 des 3 gardes, ça en juin. N'oubliez pas aussi que le tome 3 des Nocturnes et la conclusion, du coup, est sorti il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines. En avril, tout à fait. En avril, le 14 avril. Ouais, il y a 2 voilà. semaines. Donc, n'hésitez pas à lire l'intégralité de la. Voilà, on discutera pour faire une intégrale des Nocturnes. Enfin, ma poche intégrale, comme ça. Ça fait la taille d'un roman de Damien. Oh non, c'est pas vrai quand même. Attends. Non, c'est pas vrai. Il a écrit. Il sait écrire. Il sait écrire. Oui. Il écrit bien. Voilà. Oui, il écrit bien. Je suis d'accord. Sinon, il serait pas parmi nous. Hein. Oui, c'est vrai. Quelle question. Donc voilà. Donc je pense que un caillou. C'est quoi un caillou, Olivia? Genre le moment de pause malaisant. C'est quoi un caillou, Olivia? Qu'est-ce qu'elle dit? What? Qu'est-ce que ça raconte la dame? Bon voilà. Donc si vous voulez poser la question à Olivia de qu'est-ce qu'un caillou, parce qu'on va arrêter le live parce qu'on va pas attendre qu'elle. Ah, le pavé de Anto, un caillou. Ouh. J'ai. Ok. J'ai mais non. Non. En tout cas, oui, son intégrale sera un caillou à côté de mon pavé à moi, vu qu'il y a beaucoup plus de tomes. Voilà, il faut faire des phrases, Olivia, si on comprenne, juste mettre des mots, ça marche pas en fait. Tu devrais le savoir en tant qu'auteur. Voilà, bon, ça c'est une phrase. Merci Olivia. Bon, un grand merci à vous tous. Ouais, merci beaucoup. Merci Damien, merci Olivia. À samedi prochain. Si vous voulez suivre l'actualité de Beta, bien évidemment, c'est sur Instagram, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, c'est partout. On est partout de toute façon. Et puis passez un excellent week-end. Ouais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Damien, Olivia ou la maison d'édition, sans problème. Voilà. Bisous. Bisous tout le monde. Ciao. Bisous, ciao, bye.